on va avoir un topo sur les hypercalciuries chez l'enfant par Aurélia Berthollet, qui est néphropédiatre au CHU de Lyon. Et en parallèle, chez l'adulte, par Lucille Figuère, qui est néphrologue adulte à Nantes. À vous. Merci beaucoup. Bon. Donc, on a décidé avec Lucide de faire un duo. Donc, on va s'alterner les diapos et puis on laissera un temps de questions à la fin de la présentation. Pas de conflit d'intérêt notable pour cette présentation. On va passer. Alors, on voulait revenir déjà sur la définition de l'hypercalciurie. Donc, l'hypercalciurie est quand même relativement fréquente. Elle intéresse à peu près 50% de la population générale et on la retrouve dans la moitié des cas chez les patients qui vont avoir des lithiases rénales. Donc, il y a deux grands types d'hypercalciurie. Il y a les hypercalciuries qui sont dites de débit. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir essayer d'avoir un recueil sur les urines de 24 heures à chaque fois que c'est possible, en particulier chez l'enfant à partir du moment où il est propre. Et il y a une définition avec une valeur normale de la calciurie qui doit être inférieure à 0,1 millimol par kilo et par jour. Et puis, si vous ne pouvez pas avoir en fait d'urine des 24 heures, dans ces cas-là, vous pouvez le faire sur une miction. Et là, il va falloir plutôt répéter les mictions pour avoir classiquement 3 dosages. Et donc, vous voyez, vous avez des valeurs différentes en fonction de l'âge et globalement une diminution progressive du rapport calcium sur créate en fonction de l'âge. Vous pouvez l'exprimer en millimol par millimol ou en milligrammes par milligramme. Et puis, vous avez également les hypercalciuries qui sont dites de concentration. C'est que ça correspond au seuil de cristallisation dans les urines du calcium. Et à ce moment-là, c'est quand la calciurie va être supérieure à 3,8 millimol par litre. Donc, comment devient-on hypercalciurique? Alors, on voulait vous reprendre très rapidement en fait la boîte de métabolisme de la vitamine D, qui va d'abord, il va y avoir une synthèse au niveau de la peau via certains UVB et une première en fait hydroxylation en vitamine D3 dite vitamine D native, qui va subir une première hydroxylation, une 25 hydroxylation à partir du foie pour devenir en fait la 25 dihydroxyvitamine D3, puis une hydroxylation avec la 1-alpha-hydroxylase au niveau rénal pour devenir en fait la 1,25 vitamine D, la forme active de vitamine D. Et donc, il y a des enzymes importantes qui vont intervenir dans les voies de régulation, on verra après, de cette forme active de vitamine D, qui est la 24-hydroxylase, et qui donc va réguler en fait la 25 et surtout la 1,25 vitamine D. Très rapidement aussi, la cible de la vitamine D, c'est le calcium. Donc, le calcium représente 1 à 2% du poids corporel. Ça représente à peu près 500 mg chez un enfant de 10 ans et à peu près 1 kg chez un adulte. Donc, on reverra après, en fait, les apports varient selon l'âge et l'absorption aussi du calcium au niveau digestif varie en fonction des sources de calcium et en fonction de l'âge. L'élimination, la régulation se fait entre 20 et 50% au niveau urinaire et il y en a une grande partie qui est éliminée dans les selles. Au niveau de l'organisme, le stock est principalement osseux, 99%. On en a à peu près 10 grammes qui sont en intracellulaire et une toute petite partie qui va être circulante, qui correspond à ce qu'on dose, en fait, la calcémie totale, avec une partie qui est fixée aux protéines qui est non diffusible, à peu près 40%, le calcium libre, qui est 50% environ, qui correspond au calcium ionisé, et puis une autre partie, à peu près 10%, qui est complexée. Juste, on vous en reparlera après. Il y a des recommandations d'apport calcique qui varient en fonction de l'âge. Et vous avez ici les valeurs avec un pic, vous voyez, entre 11 et 17 ans, autour de 1,2 g de calcium par jour, ce qui est très important. Et ce sont les mêmes apports que la femme qui va allaiter. Donc, comment du coup on devient hypercalciurique? Vous voyez qu'il y a 4 organes en fait qui vont réguler le bilan calcique. Il faut retenir que la priorité de votre organisme, c'est de réguler votre calcium ionisé avec le calcium sensible récepteur et qu'en fait votre organisme, il s'en fiche un peu que vous soyez hypercalciurique ou ostéoporotique. Ce qui l'intéresse, c'est de réguler ça. Et donc, chez nos patients hypercalciuriques, on va regarder en gros, est-ce que c'est une histoire d'hyperabsorption digestive, d'hyperrésorption osseuse, donc l'os qui
qui fait un turnover trop important. Est-ce qu'il y a une fuite rénale de calcium? Est-ce qu'il y a une hypercalcitriolémie qui va stimuler l'absorption digestive ou est-ce que c'est une hyperparathyroïdie? Donc, dès que vous avez un patient hypercalciurique, il faut envisager que ça se passe dans un de ces 4 organes et on en reparlera après. C'est pour ça qu'on fait le fameux test de charge calcique. Donc, vous voyez les différentes causes voilà, qu'on peut voir en résumé. Juste un petit mot sur le bilan du phosphate, parce qu'on va en parler aussi chez les patients hypercalciuriques. Parfois, c'est une histoire d'hypophosphatémie. Donc, ça, c'est les boucles de régulation du phosphate. Quand on a une hypophosphatémie, en fait, on va stimuler la synthèse de calcitriol et donc, il va y avoir une hypercalcitriolémie qui va majorer l'absorption digestive du phosphore et en plus majorer l'absorption digestive du calcium. C'est pour ça qu'on peut devenir hypercalciurique. Ça, c'est vrai dans les pathologies où il y a une hypercalcitriolémie parce que la cellule tubulaire proximale fonctionne. Si vous avez un fanconi, une cystinose, par exemple, vous n'arriverez pas à faire monter votre calcitriol, donc il n'y aura pas d'hypercalciurie dans cette pathologie, par exemple. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes organes et qu'on a juste pour le phosphate en plus, mais ce ne sera pas le sujet du jour, l'action du FGF23. Petit aparté. Pour la réabsorption du calcium, on en a parlé un petit peu quand on a parlé aussi du magnésium. Vous savez que le calcium, il est surtout réabsorbé par voie paracellulaire. Du coup, dans le proximal, c'est vraiment 2/3 de réabsorption. Et après, il y a une régulation fine dans la branche large. C'est pour ça qu'on va avoir des tubulopathies avec hypercalciurie. Il y a la réabsorption dans la branche large. Et il y en a une petite partie dans le tube contourné distal, 10%. Et pour mémoire, il n'y en a pas ou très peu de réabsorption dans le canal collecteur. Et vous verrez pourquoi dans l'acidose tubulaire distale qui touche le collecteur, il y a une hypercalciurie. Ce n'est pas une histoire de fuite locale, c'est un autre mécanisme. Alors, démarche diagnostique. Alors, donc les circonstances de découverte de cette hypercalciurie. Votre patient va pouvoir vous arriver parce qu'en fait, il a fait des calculs. Donc, crise de colique néphrétique. Vous pouvez le voir aussi arriver sur un épisode d'hématurie macroscopique, sur un examen avec une cristallurie qui doit être faite sur des urines fraîches, sur la première ou deuxième iction du matin, et avec des urines qui vont arriver assez contraignant au laboratoire dans les 2 heures, où on va identifier des cristaux. On reparlera des faux positifs avec le CBU tout à l'heure. Vous pouvez aussi un patient qui va arriver parce qu'il a expulsé spontanément en fait un petit calcul et avec une analyse morpho-constitutionnelle qui va être effectuée en ville. Et donc là, vous allez avoir d'emblée la nature calcique en fait de la lithiase, avec c'est surtout les types 1 qui sont avec de la wéwélite, c'est un calcium, c'est l'oxalate de calcium qui est monohydraté, c'est-à-dire que vous avez une oxalurie qui va être plus importante une hyperoxalurie plus importante que votre calciurie. Et donc, surtout pour les patients qui ont une hypercalciurie, ça va être des types 2, de la wédélite, avec de l'oxalate de calcium qui va être dihydraté. Vous avez plus de calcium que d'oxalate dans vos urines. Et donc, un oxalate va chélater de calcium. Vous pouvez aussi avoir la carbapatite, c'est un phosphate de calcium, avec un taux de carbonatation qui va être bas. Quand le taux de carbonatation est haut, à ce moment-là, ça signe plutôt des lithiases infectieuses. On va aussi avoir le type 4D avec de la bruchite, ça c'est du phosphate de calcium dihydraté. Et puis pour mémoire, vous avez d'autres causes de lithiase en fait qui sont non calcium dépendants. Et juste pour rester sur le diapo, une petite aparté, mais pour ces patients-là, sachez que donc là, c'est plutôt l'hyperoxalurie. Là, ici, ça peut être une tubulopathie ou les causes diététiques. Et par contre, ces 2 causes-là, alors soit il y a une infection, soit clairement, ça sent le côté génétique, c'est pas des calculs que diététiques. Voilà, carbapatite et bruchite, il faut aller chercher autre chose. Vous pouvez aussi avoir un diagnostic de néphrocalcinose, et on en reparlera tout à l'heure en fait de la néphrocalcinose, avec réalisation d'une échographie rénale faite de façon fortuite, une association avec une maladie rénale chronique, un patient qui va avoir une hypercalciurie associée à une hypercalcémie. Chez le petit enfant, ça peut être par exemple des erreurs de prise de vitamine D à l'interrogatoire, un enfant qui va présenter une cassure staturopondérale, des nouveau-nés avec des mauvaises prises de poids, une naissance difficile avec parfois des signes de cytostéatonécrose, l'association de polyuropolylipside, d'une hypertension. Donc pour la néphrocalcinose, alors actuellement en pédiatrie, on privilégie plutôt les échographies rénales. Et donc il y a 3 grades. Le grade 1 où vous avez juste un fin liseré hyperéchogène en fait sur le pourtour des pyramides. Et entre le stade 2 et le stade 3, progressivement, vous voyez en fait une hyperéchogénicité qui augmente progressivement au niveau des papilles. Quand votre patient il est au stade 3, c'est fini. Vous ne pouvez plus en fait surveiller plus puisqu'on ne peut pas aller au-delà en tout cas en pédiatrie. Une petite aparté sur les cristaux sur les cellules, parce que c'est des questions qu'on a souvent, c'est-à-dire qu'on a des patients qui font des ECBI pour autre chose et on trouve des cristaux. Donc en fait, les ECBI sont gardés au froid, donc ça fait cristalliser. Donc ça dit surtout que vos urines, elles sont concentrées
Par contre, s'il y a des cristaux forcément pathologiques, par exemple des cristaux de cystine ou autres, là, effectivement, ils sont à considérer. Mais dans tous les autres cas, chez les patients pour pas de calcul rénaux, il ne faut pas forcément lancer tout un bilan spécifique chez ces patients. C'est vraiment un faux positif assez fréquent. Et un motif fréquent de consultation en néphrovénie. Donc, l'orientation étiologique, donc, à l'examen, lors de la consultation, vous allez rechercher la notion d'une consanguinité, d'un âge de début précoce, de calculs bilatéraux, des antécédents familiaux, de coliques néphrétiques, en particulier jeunes, et l'association d'une maladie rénale chronique dans la famille. Savoir est-ce que votre patient a présenté une prématurité, un hydramnios, qui va plutôt vous orienter sur la piste tubulopathie, un retard de croissance intra-utérin. On demande toujours, est-ce que la mère a eu une supplémentation en vitamine D durant la grossesse, quand et combien elle a reçu, et quelle est la naissance, il y a eu une naissance prématurée par rapport en fait à cette prise de vitamine D. Voir si à l'examen clinique, vous avez des signes de tubulopathie, ce qu'on a dit, retard de croissance, surdité, hydramnios. Il faut vraiment essayer d'avoir une évaluation des apports calciques, on va y revenir, et la bandelette urinaire qui fait partie de l'examen clinique, qui est extrêmement importante, qui va vous orienter d'emblée vers certaines tubulopathies. Savoir est-ce que vous avez une glycosurie, une protéinurie, la densité urinaire pour une polyurie, et quel est votre pH urinaire. Au niveau biologie, on demande un bilan standard qui peut être fait d'emblée et parfois en ville par les médecins qui nous adressent les patients. En cas de retard de croissance, on aime bien faire la rénine et l'aldostérone pour avoir une vision en fait du secteur vasculaire. On a dit privilégier les urines de 24 heures. Et peut-être juste pour être bien clair là-dessus, parce que pour rechercher en fait un centre de perte de sodium associé, et donc qui pourrait impliquer le retard de croissance, et donc biologiquement on verrait la rénine qui serait élevée. L'imagerie, donc chez l'enfant, on privilégie l'échographie rénale et plutôt le scanner low-dose chez l'adulte. Voilà, c'est rien de faire des scanners tout le temps, mais c'est vrai qu'on a des faux positifs à l'écho chez l'adulte ou à l'inverse des faux négatifs. Donc un scanner sans injection et même basse dose, ça suffit largement centré sur les reins. Et c'est important notamment pour discuter de la génétique parce qu'on n'est pas dans la même case si c'est juste des calculs rénaux sur l'hypercalciurie ou s'il y a une néphrocalcinose en plus. Alors, comment on peut faire de façon très rapide et concrète l'évaluation des apports calciques en consultation? On n'a pas tous des diététiciennes sur place et finalement, on peut le plus souvent s'en passer. Sur la base de 1 laitage est égal à une portion de fromage, 120 ml de lait et ça représente à peu près 150 mg de calcium. Il faut faire en pédiatrie attention à la teneur en calcium des laits et des boissons végétales. Vous voyez le lait maternel qui est relativement pauvre en calcium par rapport au lait de vache. Faire également attention, il y en a de plus en plus en fait des jeunes, des ados qui consomment ce qu'ils appellent des laits végétaux, mais en fait ce sont des jus végétaux. Et ceux qui sont bio, ils sont plus du tout enrichis en calcium depuis l'été 2022 parce que le calcium qui était contenu à l'intérieur était d'origine en fait d'algues qui étaient recueillies sur la plage et l'Union européenne a considéré qu'ils ne pouvaient pas garantir l'origine bio de ce calcium, donc en fait ils ne sont plus du tout. À côté de ça, vous avez en fait d'autres marques de ces boissons végétales qui sont enrichies en calcium. Alors il y en a qui sont d'origine végétale et en fait on est omnivore, donc on n'a pas en fait la phytase qui nous permet de dégrader ce calcium. Donc si vos patients veulent absolument ces jus végétaux, faire attention que ceux-ci soient supplémentés en citrate ou en phosphate tricalcique. On a des questions fréquentes aussi pour les adultes qui boivent du lait d'amande, du lait de soja, du lait de coco, tout ça. Voilà, vous leur dites de regarder l'étiquette et de regarder s'il y a du calcium ou pas dedans. Et généralement, il n'y en a pas. C'est de l'eau. Ouais. Si vous voulez aller plus loin et avoir une évaluation plus précise, vous avez le questionnaire de Fardelone qui est sur le site du Griot et qui vous permet en fait d'avoir en particulier d'avoir une idée du calcium qui est contenu dans le reste de l'alimentation, mais en général on s'en sort complètement avec ça. Et puis on vous a remis ici les besoins en fait de calcium en fonction de l'âge. L'adulte, on est autour de 800 à 1000 mg par jour. Et une femme qui allait, on a dit, comme les adolescents, elle a besoin de 1,2 g. Et il y en a très peu qui sont supplémentés, alors qu'elles n'ont pas en fait les apports en calcium dans l'alimentation. Et là, ça est ménopausée aussi, parce que voilà, la carence en oestrogène fait qu'on absorbe moins le calcium. Donc c'est aussi 1200 pour la femme ménopausée. C'est au moins 3 produits laitiers par jour. Donc voilà, c'est quand même assez rare finalement qu'on atteigne ça.
Ensuite, il y a une variation en fonction de la source de calcium. Donc, on a dit l'absorption intestinale du calcium, elle est variable en fait selon l'âge, avec les enfants qui absorbent beaucoup mieux le calcium que les adultes, en fonction du statut de vitamine D. On a dit en fonction des boissons et végétales, et puis en fonction de la nature de l'aliment. Alors ça, c'est un argument important en fait pour les personnes qui font des régimes exclusifs et en fait sans protéines animales. Donc ici, vous avez l'absorption du calcium qui est d'origine animale, donc on est autour de 30-40%. On est relativement bien sur cette famille de choux, où on est avec une absorption identique en fait au calcium d'origine animale. Mais vous voyez, c'est quand même compliqué de donner en fait suffisamment de brocoli à un enfant par jour pour qu'il arrive à avoir ses apports calciques. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Ici, vous avez le calcium d'origine végétale et vous voyez que l'absorption est nettement moins bonne en fait pour tous les autres végétaux. Pareil pour tout ce qui est fruits, oléagineux, la composition et l'absorption est relativement bonne, mais là, ça va vous poser des problèmes d'apport calorique qui sont rapidement très importants. Et d'apport en oxalate qui peut être aussi très important chez les diètes. Donc, en fait. Ah oui, bon. Que le bilan type. Ouais. Ah oui, ça c'était juste pour vous mettre une ordonnance en fait avec le bilan type qui va pouvoir et que vous allez proposer en fait éventuellement au médecin référent de cette personne de faire en ville avant que vous voyez l'enfant, avant que vous voyez la personne. Ici, j'ai remis en fait un petit schéma qui est extrêmement important même pour les enfants et les adultes. À partir du moment où vous voulez des urines de 24 heures, réexpliquer systématiquement. Il faut vraiment les premières urines du matin, il faut les jeter et puis garder toutes les urines jusqu'aux premières du lendemain matin. Si vous avez 2 fois les urines de la nuit, vous avez un repas supplémentaire, puisque les urines au moment du coucher vont avoir l'urée, protéines, créates, etc., du repas en fait qu'il y a eu le soir. Et donc vous allez complètement fausser tous vos recueils. À l'inverse, s'il vous manque en fait la première miction du matin, votre recueil sera absolument faussé. Donc là aussi, à partir du moment où ils ont fait un loupé de miction, c'est pas grave, ils recommencent en fait à un autre moment. C'est pas la peine de faire le bilan sur une miction incomplète. Et juste, vous pouvez dire à vos patients que si ça dépasse, c'est souvent à 3 heures du matin, on se rend compte qu'on a un pot de 2 litres et qu'on n'a toujours pas fini le recueil et qu'il faut plus. N'importe quelle bouteille d'eau, alors idéalement faiblement minéralisée, peut servir. Hein. Donc vos patients, vous pouvez leur dire, vous prenez le pot et s'il vous manque, vous mettez le reste dans un autre bidon en attendant. Quoi. Parce que c'est quand même très laborieux de faire le recueil sur 24 heures. Donc ça, c'était une alerte pour vous rappeler que la phosphorémie varie en fonction de l'âge, en particulier chez l'enfant, avec des valeurs en fait qui sont bien plus hautes chez le petit que chez les adultes. Et donc, on peut passer complètement à côté de réelle hypophosphorémie en fait chez l'enfant. Pareil, le rapport calcium sur créate. Si vous voyez, ça peut être aussi un motif relativement fréquent de consultation où on a dit il a une hypercalciurie, sauf que quand vous faites le rapport calcium sur créate, en fait, il est à 2. Chez à moins d'1 an, en fait, c'est complètement normal. Les variations, le seuil rénal de phosphore, on l'évalue avec le taux maximal de réabsorption du phosphore en fonction du débit de filtration glomérulaire. Vous avez la formule, c'est une sorte de seuil de phosphore au-dessus duquel, en fait, vous allez avoir une fuite sodée rénale. Et donc, vous voyez, pareil, là, il varie énormément en fonction de l'âge. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à calculer une fois que vous avez rentré de façon automatique la formule et qui peut vraiment vous aider au quotidien. Pour le sodium, vous avez la fraction de réabsorption, le taux de réabsorption du sodium. Ce qui est intéressant quand vous avez même chez les enfants, les urines de 24 heures, c'est qu'à partir de la natriurèse, vous allez quand même avoir une vision des apports sodés par jour de votre patient. Pour l'urée, vous avez la formule avec l'urée sur les urines de 24 heures. Alors, si c'est en millimol, vous la multipliez par 0,21 et ça vous donne un équivalent des apports en protéines par jour divisé par le poids. Vous avez les apports en protéines par kilo et par jour avec les apports recommandés chez l'adulte qui sont autour de 0,81 et bien plus augmentés chez l'enfant. Il y a, à mon avis, quasiment aucune indication des régimes hypoprotinémiques chez l'enfant avec une pathologie rénale. Pour la créatinurie sur les urines de 24 heures, ça vous donne quand même une idée du recueil des urines de 24 heures. Parce que si vous voyez qu'on a des valeurs normales chez l'homme et chez la femme, si vous êtes en dessous de ces valeurs,
Ça veut dire qu'il vous manque en fait une miction, tout simplement, et que tous vos calculs, du coup, ne sont pas interprétables. Donc, du coup, l'urée urinaire, c'est vraiment important pour les apports protéinés dans l'hypercalciurie. C'est pas remboursé, donc ça vaut quand même le coup de le faire une fois, mais il faut pas forcément le faire à chaque fois, parce que le patient il repaye à chaque fois, surtout si on a vu avec la diététique qu'il n'y avait pas de souci. Et puis voilà, le recueil urinaire, on a des gens qui sortent des cibles et on est embêté, comme on va voir sur un des cas cliniques après, dans les poids un peu extrêmes, les personnes qui font 40 ou 120 kilos. Et donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est la créatinurie de base du patient. C'est quelqu'un qui fait bien son bilan, il a toujours la même valeur de créatinurie d'année en année, et donc ça permet de voir aussi et comparer. On va parler des étiologies. Donc la première, alors chez l'adulte, du coup, chez l'enfant beaucoup moins, ça va être les hypercalciuries diététiques. Vous retenez qu'en gros, plus vous mangez sodé, enfin du sel, plus vous allez faire pipi du calcium. Plus vous mangez des protéines, et c'est pareil parce qu'en fait ça fait une charge acide et ça va libérer du calcium de l'os. Et bien sûr, plus vous mangez du calcium, plus il y a des calciums dans l'urine. Mais comme on va voir, c'est pas une raison pour arrêter de manger du calcium. Cette jolie courbe, elle est différente chez lithiazine, donc il y a forcément des facteurs génétiques qu'on comprend pas trop. C'est-à-dire que si moi qui fais pas de calcul, je mange triple burger, je vais sûrement avoir une calciurie qui monte un peu, alors un lithiasique, il en mange qu'un, il va déjà avoir une calciurie qui monte énormément. Ça, il y a vraiment des jolies études là-dessus. Donc voilà, on vous a dit comment calculer effectivement. Et donc ça, c'est première chose à voir, c'est s'il n'y a pas cette cause diététique. Parce que même si on trouve une cause génétique ajoutée, et on trouve souvent les deux ensemble, il faut corriger la diététique pour prendre en charge l'hypercalciurie du patient. C'est vraiment ce que vous allez retrouver chez les ados que vous voyez en consultation. Vous avez vraiment une hypercalciurie de concentration où en fait vous allez avoir un tout petit pipi avec des calciuries qui vont monter jusqu'à 10 millimoles par litre. Et puis vous reprenez à l'interrogatoire, vous avez exactement la même chose. Se méfier aussi, on en voit de plus en plus des jeunes qui font la muscu parce que c'est très à la mode chez les ados. Et donc vous allez les retrouver là. Vous interrogez la mère, savoir combien de plaquettes d'œufs elle achète par semaine. Qu'est-ce qu'ils mangent? Bien faire l'interrogatoire et en fait, voilà, ils ont tout simplement une hypercalciurie avec une augmentation très importante de leur rapport en protéines. En général, ils sont allés voir les réseaux sociaux, donc ils ont vu qu'il fallait boire du citron. En fait, voilà, donc et puis vous les voyez arriver, ils sont musclés. Ils ont pris 10 kilos de muscles. Alors ça, c'est une diapo que j'aime bien montrer. C'est pour moi un peu le kit de secours du tubulologue parce qu'en fait, on croit que c'est compliqué de diagnostiquer une tubulopathie, mais il suffit finalement de pas grand-chose. Enfin, je trouve qu'il suffit de pas grand-chose pour faire la distinguo avec quelqu'un qui a juste un problème diététique et quelqu'un qui a une vraie tubulopathie sous-jacente. Donc l'arénine, si on n'a pas de traitement interférent, si elle est élevée, c'est-à-dire qu'il y a un centre de perte de sodium, donc par exemple un syndrome de Bartter. Bicarbonate qui va vous orienter si on est plutôt déshydraté, il va y avoir une alcalose métabolique, ou plutôt si on a une acidose métabolique qui impliquerait par exemple une tubulopathie proximale. Hypomagnésémie, on en a parlé ce matin. Hypophosphatémie, la calciurie, voilà bien sûr, et puis la protéinurie, voir s'il n'y a pas notamment un syndrome de dette. Dans les 2-3 autres petites choses que j'ajoute, les signes extra-rénaux, on en a parlé ce matin avec le topo génétique. L'analyse de calcul, comme on a vu, par exemple, carbapatite, bruchite, il y a souvent une cause secondaire, c'est pas que diététique. La cristallurie qui est très utile, et puis l'image. Mais avec ça, globalement, si tu veux passer l'autre diapo, on a finalement assez d'informations pour voir effectivement si on s'en va plus pour une tubulopathie ou juste une cause génétique. Et je rajouterais vraiment le calcium sur les urines à jeun et le rapport calcium sur créatinine qui indique s'il y a une fuite rénale de calcium ou une ostéorésorption. Alors, c'est parti pour la longue liste d'hypercalciurie rénale. Si on fait une petite synthèse, en gros, tous les tubules peuvent donner une hypercalciurie, sauf le canal collecteur, où là, c'est les syndromes de Gitelman, ils ont une calciurie plutôt normale, voire même plutôt un peu dans les valeurs basses. Donc le tube proximal, alors il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment les principales, celles qu'on voit et qui sont déjà très rares. Donc le DENT, le LOVE, le diabète phosphaté, les variantes CYP24A1. J'ai vu une mutation, ma diapo n'est pas encore à jour. Canal collecteur avec les acidoses tubulaires et la branche large, on a les syndromes FHHNC, le syndrome de Bartter, et puis après, bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent agir sur le tubule et qui ne sont pas génétiques. Donc, je vous avais mis là le kit de secours du tubulologue. Et vous voyez, on peut simplement, avec les différents marqueurs qu'on a vus, déjà un petit peu trier. Magnésium, on va aller plutôt vers la branche large, parce que c'est là qu'il y a 60% du magnésium qui va être réabsorbé. Si c'est le phosphate, on sait que c'est quasiment 100% du phosphate qui est réabsorbé dans le proximal, donc hypophosphatémie, on va vers le proximal. Protéinurie, pareil, pour le syndrome de DELT ou de LOVE, ou s'il y a une acidose, on va plutôt vers le canal collecteur. Et donc juste le mécanisme de l'hypercalciurie dans l'acidose tubulaire distale. Alors il y a peut-être des mécanismes qu'on ne connaît pas, mais il y a en tout cas le fait qu'on a une acidose chronique, donc on va libérer du coup du calcium de l'os avec des bicarbonates qui sont du coup un tampon qui est hyper important, et donc on va faire l'ostéoporose et l'hypercalciurie à cause de ça. Alors la maladie de Dinde, on va passer très vite parce que Vincent Dibénis en a parlé ce matin.
donc avec un début dans l'enfance ou jeune adulte, la protéinurie, comme il vous a dit, l'hypercalciurie avec néphrocalcinose, plus ou moins lithiase calcique, en particulier chez les adultes, avec toute la lignée des autres signes tubulaires proximaux, avec un Fanconi plus ou moins complet. Une petite chose que m'a appris François Nobili, c'est qu'il y avait un silence scintigraphique des MSA chez les patients qui avaient un DINT, avec une évolution vers l'insuffisance, enfin voilà, maladie rénale chronique stade 5 autour de 30-40 ans, chez la majorité des hommes atteints. Donc ça, la transmission, on vous en a parlé ce matin en disant que c'était pas si simple. Classiquement, c'est une transmission récessive avec un type 1, un type 2 qui a un phénotype bien plus, un peu plus sévère avec une atteinte en particulier ophtalmo et neuro. Et le traitement qui est malheureusement, on en a parlé aussi ce matin, très difficile qui est plutôt symptomatique, qui est difficile et qui, entre la balance, la supplémentation sodée, pas supplémentation sodée, d'arriver à les faire grandir, parce que si on ne met pas assez de sel, en fait, ces enfants ne grandissent pas. Bien vérifier qu'ils aient des apports calciques suffisants, parce que sinon, en fait, ils peuvent avoir des ostéopénies, ostéoporoses, maladies lithiasiques. Enfin, c'est vraiment, pour moi, les patients quasiment les plus difficiles à prendre en charge. Et ils font une insuffisance rénale chronique, parfois jusqu'à la dialyse. Ah oui. Donc là, il y avait eu une belle cohorte d'ERCNET en Europe qui avait repris 163 patients avec à peu près 60% de patients pédiatriques et 40% d'adultes, où en fait ils ont fait une très belle courbe de progression de la maladie rénale chronique avec un arrivée donc en stade 5, comme on a dit, autour de l'âge de 40-50 ans. Et donc ça, c'était les marqueurs en fait chez l'enfant et chez l'adulte. Et ce qui était intéressant, c'est que la calciurie s'éteint, l'hypercalciurie s'éteint chez l'adulte, alors que en fait, on voit une dégradation de la fonction rénale. Donc, plus de lithiase chez l'adulte et une néphrocalcinose qu'on connaît bien en fait chez l'enfant. Donc, il pensait, par exemple, si vous voyez une néphrocalcinose chez un patient adulte au stade d'insuffisance rénale chronique sévère, ça peut être un syndrome de Dent qui s'ignorait. Le syndrome d'FHHNC, pareil en 2 mots, c'est une atteinte de la branche large des claudines 16 ou claudines 19, donc ce sont les petites protéines qui vont régler la perméabilité au calcium et au magnésium. En 2 mots, c'est diagnostiqué vraiment dès l'enfance. Je ne crois pas qu'on ait vraiment des cas où les diagnostics à l'âge adulte. Ils ont d'emblée l'hypomagnésémie, la néphrocalcinose, l'insuffisance rénale. Vous voyez ici sur cette cohorte, la proportion de patients qui arrivent à l'insuffisance rénale sévère, elle est quand même très importante. Donc souvent, ils sont transplantés à l'âge adulte. Et juste savoir qu'en cas de mutation de la claudine 19, il peut y avoir une atteinte ophtalmo, donc qui va de la simple myopie, strabisme à la cécité. Et ils ont des atteintes dentaires, parce qu'on s'est rendu compte que la claudine 16 et 19 étaient aussi exprimées dans la dent. Et donc, petit aparté dans les signes extra-rénaux, enlever les masques et faites sourire les patients et demandez-leur est-ce qu'ils se cassent les dents, est-ce qu'ils ont des dents qui ont mal poussé, etc. Ça permet aussi des fois d'orienter vers ce genre de pathologie. Et puis ne pas hésiter à les orienter vers les écoles dentaires, où en fait ils connaissent de mieux en mieux ces pathologies et ils peuvent vraiment apporter un vrai plus pour les patients. L'acidose tubulaire distale, donc acidose métabolique, hypercalciurie, fonction rénale qui peut être effectivement dégradée, hypokaliémie, et on peut faire le diagnostic soit avec la génétique, soit si on a la chance d'avoir le test de charge acide ou le test fluorofluoró. Et donc c'est plutôt génétique, mais on a aussi des causes acquises, notamment avec le syndrome de Gougerot-Sjogren chez l'adulte. Alors, on va commencer par un patient de 51 ans, Monsieur B. J'aime beaucoup Monsieur B, que je suis depuis un petit moment maintenant. Alors lui, il se plaignait de rien, mais on lui fait une écho-abdo parce que il est en surpoids, il a un foie gras, et puis on lui découvre des calculs. Il a une obésité, une hypertension, une dyslipidémie, une fonction rénale normale. C'est un patient un peu typique finalement de son âge, on va dire. Il est sous thiazidique IEC, Loxène, Isocor, anti-hypertenseur, dyslipidémie. Et donc voilà sa biologie. Donc il a une hyperuricémie. Vous avez son bilan là, ici, son ionoïde des 24 heures et ses urines à jeun. Alors on a très peu de temps, mais je suis sûre que vous allez pouvoir faire les calculs très rapidement. Alors est-ce que son recueil d'urine il est bien fait là déjà? Qu'est-ce que vous regardez dans le premier? Ouais, créatinurie, ok. Donc on va faire le calcul. Ça c'est bien ou pas, lit 8? Pour les... Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour la prévention des calculs rénaux, on dit qu'il faut faire pipi au moins 2 litres 100 selon les cohortes, mais clairement, en fonction du type, des fois, il faut faire pipi 4 litres et puis des fois, 1,5 litre qui ne sont pas si mal.
Donc effectivement, c'est peut-être passé, sous réserve que le recueil soit complet, on va voir ça. Calciurie élevé. Alors vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure 0,1 millimol par kilo jour, sauf qu'on a d'autres normes aussi chez l'adulte qui sont moins de 6,25 chez la femme et moins de 7,5 chez l'homme. Mais chez un patient qui fait 100 kilos, moi je ne sais pas quelle est la norme de calciurie, donc je dirais que oui, c'est trop, mais est-ce que finalement par rapport à son poids, si on fait diviser par son poids, c'est parfait, mais pourtant je trouve quand même que c'est trop. Voilà, on a vraiment ce problème des deux définitions par rapport au poids ou par rapport à homme-femme. Urée urinaire, on va calculer pour savoir les apports en protéines. Et les urines à jeun, qu'est-ce que je vais regarder là-dessus? Donc le rapport calcium sur créate pour voir en gros s'il a une fuite rénale de sodium ou une hyperrésorption osseuse. Et en fait, c'est un peu pareil parce que si ça fuit au niveau des reins, l'os va relarguer du calcium. Et si l'os relargue du calcium, ça va se voir au niveau rénal. Donc c'est un peu la même chose. Et ça, c'est trop ou pas la calciurie 4,4? On est au-dessus des 3,8, le seuil d'hypercalciurie de concentration. Donc là, voilà, tu peux passer, il faut savoir les calculs. Donc divisé par son poids, en théorie, la norme c'est 0,17 à 0,21, donc son recueil est peut-être incomplet, mais il est en surpoids, donc on a d'autres abacs, d'autres calculs qui peuvent être faits, mais qui ne sont pas forcément parfaits. Donc dans les poids extrêmes, je n'ai pas la réponse à la question de savoir quel poids il faut prendre. Clairement, pour Monsieur B et les autres, je me base sur sa créatinurie à chaque fois et à combien elle est habituellement quand il fait bien. Donc, peut-être incomplet, peut-être insuffisant, hypercalciurie. Il mange, je crois que j'ai sauté la ligne, mais c'est ça, voilà, c'est beaucoup. L'urée urinaire, 113 grammes de protéines, donc peut-être plus si le recueil est incomplet. Hypercalciurie de concentration, et pour le coup, son rapport calcium sur créate est à 0,3. Le cutoff, il est au-dessus de 0,35, 0,40, donc en dessous de 0,35, 0,40 millimol par millimol, on se dit qu'il n'y a pas d'hypercalciurie rénale, pas d'hyperrésorption osseuse. C'est pas un marqueur parfait, donc il ne faut pas hésiter à le refaire chez les patients. On a vraiment des différences. Ok, donc ça va, c'est pour ce. Donc lui, c'était une hypercalciurie plutôt diététique, et quand il aura tout corrigé, on verra si du coup il est toujours hypercalciuré. Alors, on va passer à la pédiatrie. Donc, Clara, 10 ans, une jeune fille en fait qui vous est adressée pour des calculs à répétition. Donc, pas de problème particulier au niveau familial, en dehors d'une crise de colite néphrétique unique chez le père à 28 ans. Et à 4 ans, vous la voyez, elle a fait une colique néphrétique avec une lithiase droite de 9 mm. À 5 ans, elle a des aspects de néphrocalcinose avec de multiples échos intravésicaux. À 6 ans, elle est longiligne, elle a une croissance qui est normale, et à ce moment-là, vous la voyez avec une bandelette urinaire qui est sans particularité. Elle mange pas beaucoup de calcium, elle boit très peu. Un bilan au niveau la 25 OHD qui est un peu limite basse, une 1,25 OHD. Vous trouvez augmenté, on fixe plutôt autour de 150, une PTH qui est plutôt freinée, une calcémie qui est pourtant normale, un phosphore qui est dans les normales, elle n'a pas d'acidose. Au niveau de son rapport calcium sur créate, il est subnormal, pour l'âge du coup, pour l'âge. Le citrate sur créate normal, elle n'a pas de bêta-2-microglobulinurie urinaire, et à la cristallurie, vous avez de nombreux cristaux de phosphate amorphes. Alors, elle, on l'a adressée en explo chez Laurence de Rhin. Donc, un volume urinaire qui est à 840, pas énorme, elle a 10 ans. Ici, vous avez la calciurie, donc, qui est à 4,75, donc qui est augmentée entre 3,8. Ici, vous avez la calciurie sur les urines de 24 heures. On a dit la limite, en fait, c'est 0,1 millimol par kilo et par 24 heures. Donc, elle a une franche hypercalciurie. Sur le TMP sur GFR qui est normal, sur le rapport calcium sur créate, vous retrouvez en fait l'hypercalciurie. Au niveau de l'alimentation, elle mange peu de sel, même à 10 ans, et en termes d'apport en protéines, elle est à 1,3, elle a des apports subnormaux. Donc cette jeune fille, on lui avait fait un test de charge calcique, et donc on en reviendra après sur la réalisation. Donc vous voyez qu'au moment du test, en fait, elle avait 33 nanomol par litre de 25 OHD, donc qui était un peu bas, et une 1,25 qui était très augmentée à 317. Sur la cristallurie, on avait de l'oxalate de calcium, donc dihydraté. En précharge calcique, elle avait une calciurie qui était normale, et vous voyez qu'elle monte de façon vraiment très nette après sa charge calcique. La PTH est complètement freinée, et là, à ce moment-là, on voit qu'elle avait un phosphore qui était quand même plutôt diminué, et au moment en fait de la charge au début de la charge calcique.
Donc, Laurence nous dit, voilà, les apports alimentaires évalués, donc ils sont plutôt bas, hein, à moins de 400 mg par jour. Elle n'a pas de résorption osseuse, hein, avec avant la charge calcique, une calciurie qui est normale. Et par contre, elle a une très nette hypercalciurie absorptive, une PTH qui est bien freinée. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez presque... Ah oui, ouais, hypercalcémie infantile, c'est basse. Hop. Alors, c'est pas une, voilà. Une chance sur deux. En fait, c'est une mutation NPT2C, hein, voilà. Donc qui est une double hétérozygosie et qui allait bien avec le phosphore relativement bas en fait de cette jeune fille et la dissociation entre la 25-OHD et la 1,25-OHD. Les cycles 24, on a des calcémies peut-être un petit peu, enfin pas abaissées, et puis des 25-OH qui sont un petit peu plus hautes. Et là, on est d'accord que pour compléter ce cas, alors je vais parler chez l'adulte, mais c'est vrai qu'on aurait voulu voir l'échographie ou le scanner, voir s'il y avait une néphrocalcinose, les antécédents familiaux, etc. Parce qu'en tout cas, c'était pas juste, enfin, pas que diététique. Et puis cette frémation franche de la PTH, effectivement, ça sent l'hypercalcitriolémie ou le problème sous-jacent. Oui. Du coup, par rapport aux hypophosphatémies rénales, en 2 mots, donc ça se passe dans le tubule proximal. En gros, quand vous avez une hypophosphatémie rénale, donc ça, vous savez que c'est rénal avec le TMPI sur DFG, comme on en a parlé. Et ça, il y a des calculateurs en ligne, hein, sur Google, vous trouvez facilement. On fait donc la phosphatémie, créatinémie à jeun en même temps que les urines. Et puis, on l'interprète vraiment quand le patient est hypophosphatémique, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, soit c'est que toute la cellule tubulaire proximale ne fonctionne pas, et donc là, c'est le Fanconi avec les différentes causes. Et là, dans ce cas-là, souvent, il n'y a pas d'hypercalcitriolémie, donc il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'hypercalciurie. Soit c'est qu'il y a donc ces fameux diabètes phosphatés avec du coup des mutations des gènes qui vont coder pour les transporteurs de phosphate, NPT2A, NPT2C et puis NERF1 en dessous. Donc là, le cas présenté du coup de Clara, c'était le gène qui code pour NPT2C. Soit c'est qu'il y a un excès des 2 facteurs qui vont être phosphaturiants, qui vont faire du coup uriner du phosphate en faisant rentrer du coup ces transporteurs de phosphate qui sont le PTH et le FGF23. Donc, en gros, bilan d'hypophosphatémie rénale, vous allez regarder vers cette cellule, vous vérifiez s'il n'y a pas une hyperpara, qu'elle soit primaire ou secondaire, pour regarder s'il n'y a pas d'autres signes de Fanconi, et puis après, effectivement, on va vers les diabètes phosphatés. Juste pour préciser qu'effectivement, diabète phosphaté, alors c'est vrai que c'est une appellation très, très française, mais par rapport à ces variants, il y a plein de formes différentes en fonction de si on est homozygote, hétérozygote. Il y a encore des nouveautés, il y a d'ailleurs une publication dans Kay Report il y a 2 jours là-dessus qui reprécise encore. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent aussi sur les variants. Il y a des variants de susceptibilité, tout ça. Enfin, les classements des variants sont en train de changer. Donc, en tout cas, sachez que ça peut aller de juste le Fanconi complet quand on est atteint homozygote NPT2A au rachitisme néphrocalcinose. Voilà, il y a un petit peu tout. Il y a des cas aussi d'hypercalcémie de l'enfant. Je le trouve plus sur la diapo. Voilà, ici, qui peuvent se voir. Donc, y penser quand on a une hypophosphatémie et savoir que la phosphatémie, elle peut être fluctuante et on a vraiment des vrais diabètes phosphatés où la phosphatémie peut être normale par moment. Donc, c'est pas à éviter. Qui nous pose le plus de problèmes, comme a dit Lucie, c'est vraiment les hétérozygotes. À partir du moment où vous avez un enfant qui va arriver avec une double hétérozygosie, donc vous allez voir est-ce que dans la famille il y a des antécédents de maladies lithiasiques, de douleurs osseuses, et donc vous allez être tenté en fait d'adresser les parents à vos collègues néphro-adultes. Donc statistiquement, les parents vont être hétérozygotes et savoir qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que c'est vraiment en fait un phénotype proprement dit? Est-ce que c'est un facteur de risque d'une maladie lithiasique? Ça fait beaucoup de débats. Tout le monde n'est pas d'accord et je pense que dans les prochaines années, on arrivera à avancer là-dessus. En tout cas, de faire explorer les parents, c'est une bonne chose. Et en particulier, s'ils ont un diabète phosphaté à minima, pour eux, dans leur impact au niveau osseux, ça peut être important. Oui, vraiment, parce que ça va être l'ostéoporose chez les adultes. Les gens qui se plaignent de rien au niveau calcul rénal, à la limite, bon, voilà, mais effectivement, c'est le côté ostéoporose, quoi. Donc, surtout chez les parents, en plus avec notamment les femmes à risque d'ostéoporose, il faut vraiment aller leur faire des densitométries osseuses. Je pense qu'il y a une vraie plus-value pour la prise en charge. Alors, un autre cas clinique qui est un jeune homme de 17 ans, pas d'antécédent particulier, qui est né à terme. Et à 5 mois de vie, il présente un tableau d'hypercalcémie sur un tableau de vomissement, irritabilité et hypertension. Hypercalcémie qui est compliquée d'une polyuropolydipsie avec une note d'insuffisance rénale en particulier fonctionnelle, une phosphorémie qui à ce moment-là était plutôt un peu basse.
Donc il est, comme on faisait à l'époque, hein, hyperhydraté, furosémie qu'on ne ferait plus du tout. Et puis il a eu 2 perfusions d'Aredia sur l'importance en fait de la calcémie, biphosphonate qu'on essaie de limiter au maximum en fait maintenant chez le petit, en attendant, en hydratant, en utilisant éventuellement les pauvres en calcium à type de Locasol pour éviter d'avoir le rebond en fait d'hypocalcémie, parce qu'après c'est parfois difficile à manager. En tout cas, il a une échographie rénale avec une néphrocalcinose. Il évolue simplement et on dit à la mère, bon, écoutez, c'est rien, vous les avez dû lui donner trop de vitamine D. La seule chose, en fait, c'en est de le retrouver. Voilà, c'était il y a un temps. Donc, vous avez dû lui donner trop de vitamine D et puis rentrer chez vous. Sauf que la mère, elle savait qu'elle n'avait pas donné trop de vitamine D. Elle était partie avec une ordonnance de supplémentation calcique de vitamine D. Et elle a dit, mais je lui ai jamais redonné de vitamine D. Je sais qu'il avait un problème. Et donc, à 13 ans, il a eu une radio pour une bilan d'une toute petite scoliose. Et à ce moment-là, en fait, sur l'ASP, pouf, on tombe sur ce qu'on a l'habitude de voir, hein, c'est néphrocalcinose massive. Donc il est adressé, il a un circuit un peu particulier, donc on ne le voit pas en consultation, mais son médecin traitant l'adresse à nos collègues d'exploration fonctionnelle rénale pour un bilan du coup de maladie rénale chronique, et il a une clairance au Iohexol qui est à 70. Sur le premier bilan qu'ils font à ce moment-là, alors qu'il n'a jamais reçu de vitamine D, donc il a une 25 OH à 137 millimoles par litre, une PDH qui est plutôt freinée, une A25 qui est à 243, donc augmentée, un rapport calcium sur créate qui était confortable puisque c'était sur les premières urines, une calcémie phosphorémie normale. Et donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques chez cet enfant? Ben voilà, là c'est là. Donc là, c'était vraiment une mutation CYP24A1, donc du coup de la 24 hydroxylase. Et donc, pour le suivi, la prise en charge et les traitements, c'est pas si simple. C'est finalement grâce à à cause de ce patient qu'on a mis un seuil de calcémie en fait dans le protocole flucolite, parce que lui, on s'est dit bon, on va essayer du fluconazole, sauf que on ne sait pas exactement pourquoi. Et Sandrine Lemoine avait eu la même expérience. En fait, on l'a mis en hypercalcémie de façon très nette. Donc la prise en charge, elle est quand même assez symptomatique, hein. C'est vraiment une mesure de néphroprotection, d'éviter le soleil, avec protection, en particulier évidemment l'été, d'éviter les charges calciques, de prendre du calcium le soir et de répartir le calcium plutôt matin, midi et goûter. Et voilà, une bonne hydratation. On n'a pour l'instant pas beaucoup d'autres pistes thérapeutiques. Donc ça a été découvert finalement en 2011. Vous avez la référence là du New England. Et donc CYP24A1, c'est l'enzyme qui va inactiver la vitamine D. Donc c'est des patients qui ont une hypervitaminose D en fait permanente. Les petites subtilités quand même à savoir, c'est que la mesure de cholestérol n'est pas toujours élevée chez ces patients. C'est fluctuant aussi, il ne faut pas tout mettre là-dessus. Et on le voit bien sur la publication Princeps, il y en a qui avaient vraiment aussi des cholestérols normaux. Les hétérozygotes peuvent avoir aussi des calculs rénaux et on ne sait pas non plus à quel point ils peuvent avoir des formes un peu sévères ou pas. Il y a des néphrocalcinoses et des choses assez récentes. Et nous, ce qu'on a en pratique sur des patients communes avec Pascal Guillot, c'est on peut aussi avoir de l'ostéoporose, même alors malgré le fait qu'ils aient une hypercalciurie plutôt absorptive notamment. Et donc ces patients, on évite de leur donner de la vitamine D, mais comme il y a parfois un phénotype osseux, effectivement, des fois on fait un entre-deux, et là, je n'ai pas la réponse précise à la question. Et donc, dans une cohorte qu'on avait fait avec Gwenaëlle Rousset, on avait regardé un petit peu les patients CYP24A1. Et en gros, ils ont quand même un risque d'insuffisance rénale chronique lié à leur néphrocalcinose à l'âge adulte, notamment un patient qui avait du coup une vraie insuffisance rénale, mais ce patient qu'on avait suivi, il avait vraiment aussi d'autres facteurs de risque d'insuffisance rénale qui pouvaient expliquer. Mais voilà, ils n'ont pas forcément de fonction rénale parfaite, donc il faut vraiment les surveiller effectivement là-dessus. Les petites aussi subtilités qu'on avait vues, c'est notamment, vous voyez ici en marron, la courbe de PTH. C'est un enfant qui était suivi du coup à Nantes. Et en fait, comme on a vu sur les tests où la PTH est freinée, dès qu'il y a une stimulation de la vitamine D, par exemple, si on donne de la vitamine D, ou par exemple quand il y a le soleil, la PTH, elle peut freiner. Et donc, c'est des patients qui peuvent avoir du coup une PTH vraiment freinée sur la biologie. Et c'est aussi des motifs que vous pourriez avoir, des motifs de consultation. Un patient avec une hypercalcémie à PTH basse. Alors nous, bien sûr, chez l'adulte, on va chercher les néoplasies, les choses graves. Mais s'il n'y a rien, faut penser aux variants de CYP24A1. On en a diagnostiqué comme ça. Alors, je crois le dernier cas clinique dans cette situation, donc c'est une petite fille, Suzanne. Il y a des parents non consanguins qui est née à terme avec un poids et une taille normale, qui a été allaitée jusqu'à 3-4 mois.
Et puis, à 3-4 mois, en fait, les parents ont constaté elle avait du mal à grandir et grossir, mauvaise croissance laturo-pondérale. À 6 mois, elle avait perdu 1,5 DS en poids et en taille. Et en fait, sur les vomissements itératifs, elle a eu une échographie en vie. Voilà. On entend toujours Ici, donc vous voyez d'emblée en fait une néphrocalcinose qui est quasiment déjà au stade 3, hein, avec une hyperéchogénicité diffuse des pyramides. Et donc, les PEA sont notés normaux à la sortie de la maternité. Il faut être extrêmement vigilant au niveau des PEA. Ils sont faits maintenant. Les potentiels évoqués auditifs, qui est le dépistage de la surdité de l'enfant, qui est maintenant proposé de façon systématique avant la sortie de la maternité. Mais regardez bien, parce que parfois, en fait, donc c'est coché et il y a marqué à refaire et un rendez-vous à reprogrammer parce qu'ils ont été anormaux et le rendez-vous n'a jamais été reprogrammé. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc sur le bilan de débrouillage, on voit ici qu'elle a un citrate urinaire qui est complètement effondré, une oxalurie qui est normale, parce qu'il aurait fallu éliminer aussi une hyperoxalurie, hein, ils ont des phénotypes tubulaires qui peuvent être importants. Elle a une hypercalciurie, malgré le jeune âge, 2 ans, c'est un rapport calcium sur créate, je vous ai dit, la limite, c'est à peu près 2,2. Donc là, elle est à 3. Ici, vous avez une réserve alcaline, du coup, qui est à 14. Elle aurait pu être un peu plus hémoconcentrée. Une urée qui est augmentée, probablement en lien avec l'hémoconcentration. Et l'hypocalémie. Donc, c'est en effet une acidose tubulaire distale. Alors, on voulait reprendre assez rapidement, en fait, le pas à pas qui a été fait en particulier par Aurélie Demulle, avec comment raisonner face à une acidose métabolique. Donc, vous pouvez avoir plusieurs situations. L'acidose métabolique, elle peut être liée à une perte de bicarbonate ou un excès d'H+. La perte de bicarbonate, elle peut être rénale ou extra-rénale. Quand elle est rénale, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est lié à un défaut de réabsorption des bicarbonates, en particulier au niveau du tube proximal. L'excès d'H+, il peut être rénal, pareil, ou extra-rénal. Quand il est d'origine rénale, c'est un défaut en fait d'excrétion des H+ au niveau du tube contourné, ou sinon c'est que vous avez une accumulation d'un anion qui est indosé. Et ça, c'est vraiment toutes les pathologies métaboliques, les acidocétoses diabétiques, l'intoxication à l'éthylène glycol et l'acidose lactique. Donc, à partir du moment en fait où vous avez une acidose métabolique, la première chose, c'est de calculer le trou anionique plasmatique. Et vous avez en fait la formule où en gros on prend les ions positifs moins les ions négatifs en faisant sodium-potassium moins chlore plus bicarbonate. En situation normale, vous avez donc le sodium, quelques anions indosés, le bicarbonate qui est autour de 24, valeur normale, et une chlorémie normale avec un trou anionique plasmatique dont la valeur est entre 16 plus ou moins 4. Quand vous avez en fait la présence d'un anion indosé, vous allez avoir une augmentation en fait par exemple de cet acide lactique, et donc en fait vous avez une baisse de la chlorémie, et donc vous allez avoir en fait une augmentation de votre trou anionique plasmatique. Donc ça signe vraiment la présence d'un anion indosé, et vous êtes dans cette situation-là, un excès d'H+, mais avec une étiologie non rénale. Au niveau rénal, vous pouvez avoir donc deux situations, on a dit perte de bicarbonate ou excès d'H+. Et dans ces cas-là, vous allez avoir un trou anionique qui va être abaissé. Donc situation normale, vous avez en tout cas une baisse de la bicarbonatémie, une augmentation de la chlorémie, et votre trou anionique plasmatique va être abaissé. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'a présenté Vincent ce matin, à savoir, en fait, avec très peu de choses, on peut arriver à s'en sortir pour savoir est-ce qu'on est plutôt en proximal, plutôt en distal. Vous voyez qu'il vous suffit de la calémie, le pH urinaire, la calciurie et une échographie rénale. On a dit qu'en distal, c'était un défaut d'excrétion des H+. Donc, en fait, votre pH urinaire ne va pas arriver à s'adapter, à s'abaisser par rapport à votre acidose métabolique. Donc, vous allez garder, malgré l'acidose, un pH urinaire qui va être augmenté. Alors qu'en proximal, là, par contre, le pH urinaire va arriver à s'abaisser.
La kaliémie, en général, elle est normale ou abaissée dans les deux cas. La calciurie, vous voyez que quand vous êtes en distal, et c'est ce dont parlait Lucille à l'instant, vous allez avoir une recherche de tampons pour pallier à cette acidose métabolique, des tampons en particulier osseux, avec une libération de calcium, une augmentation de la calciurie. Et donc, dans le distal, vous allez avoir toute la pathologie lithiase néphrocalcinose, alors que classiquement, dans le proximal, non. Donc, les acidoses tubulaires distales, il y en a différentes formes. Donc, c'est les plus fréquents des acidoses tubulaires. On a dit qu'il y avait les formes génétiques avec les formes autosomiques récessives qui sont liées à des mutations LH+ ATPase qui est au niveau apical. C'est les formes les plus fréquentes, les plus sévères, avec classiquement un diagnostic qui est fait entre 4 et 6 mois de vie. Les formes autosomiques dominantes, elles sont liées à des anomalies en fait, de la pompe à protons qui est au niveau basolatéral, avec des formes plus tardives qui sont classiquement faites chez l'enfant entre 5 et 10 ans. Il y en a 60% qui sont associés à une surdité cochléaire, et donc ça, méfiez-vous, en fait, bien regarder les PEA, et c'est une surdité qui peut être évolutive, donc il va falloir, même si les PEA sont normaux, il faut les refaire autour de 1 an, 18 mois. Et ça, je te coupe juste par rapport à ça, parce que quand on les dépiste à l'âge adulte et qu'ils se plaignaient, mais vraiment de rien, on les envoie chez l'ORL et ils ont quand même une atteinte, mais ça t'est jamais plein de rien ou c'était attribué à autre chose. Donc voilà, parce que ils compensent par l'autre oreille ou alors c'est une petite perte, donc il faut vraiment les envoyer chez l'ORL. Ouais, déjà, si ça a été normal, en fait, dans l'enfant, il faut vraiment pouvoir les suivre. Donc, les complications, c'est la mauvaise croissance saturo-pondérale, le rachitisme, l'ostéopénie, la néphrocalcinose qui est présente quasiment au diagnostic, et ils évoluent progressivement vers la maladie rénale chronique qui est présente dans la majorité des cas chez l'adulte. Il y a aussi des formes acquises qui sont liées à un défaut de fonction en fait, de l'H+ ATPase avec des anticorps qui vont bloquer. Et c'est le cas en fait dans les syndromes de Gougerot et les lupus. C'est complètement sous-diagnostiqué, c'est mal traité, et donc c'est des adultes qui arrivent avec leur pathologie auto-immune et qui peuvent présenter un phénotype en particulier osseux ou lithiasique. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc là, les objectifs, je vais passer rapidement. L'objectif, c'est de corriger la bicarbonatémie. On a plusieurs formes galéniques sous citrate ou bicarbonate de potassium en première intention, avec une forme en fait à libération prolongée qui est maintenant pris en charge dans l'indication des acidoses tubulaires. Autre étiologie qu'on voit quand même, ce sont les hypercalciuries qui sont iatrogènes, en particulier en pédiatrie, avec un surdosage en vitamine D ou en analogue de la vitamine D, donc chez le prématuré. Dans le rachitisme hypophosphatémique, alors c'était plutôt à l'ère pré-burosumab, dans les hypoparathyroïdies, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision, et on est complémentaire avec nos collègues endocrinopédiatres. Le néphropédiatre va avoir tendance à trouver la calcémie la plus basse tolérée, pour essayer de limiter à chaque fois que c'est possible en fait la calciurie, alors que l'endocrinopédiatre il va probablement plutôt se mettre à des calcémies un peu plus hautes. Donc il y a vraiment un intérêt à suivre ces patients de façon conjointe. On a eu aussi des soucis avec des suppléments alimentaires en vitamine D qui sont, il y a deux médicaments en fait pour la supplémentation en vitamine D de l'enfant et de l'adulte, avec plein d'autres produits qui sont des compléments alimentaires, donc qui ne sont pas validés comme médicaments, et en fait il faut vraiment pas les utiliser. Ça, il y a des cas d'hypercalcémie chez l'enfant. Chez l'adulte, nous on a vraiment des cas de surdosage. Enfin, quand vous voyez quelqu'un qui prend de la vitamine D dans la dose usuelle et qu'il est surdosé, c'est souvent qu'il prend effectivement une vitamine D achetée en ligne. C'est contre-indiqué par l'ANSM, et il faut bien expliquer aux patients qu'en gros, si on fait 100 gouttes sur la table, les 100 gouttes auront des valeurs différentes dans chaque goutte. C'est vraiment pas normé correctement, donc il faut vraiment leur dire de prendre la vitamine D recommandée, qui a suivi le circuit normal du médicament, quoi. Il y a de plus en plus, en particulier au niveau des sages-femmes, qui modifient les prescriptions en sortie de maternité pour préconiser des vitamines D naturelles, d'origine végétale, et qui ne sont pas du tout en fait contrôlées ni homologuées. Vous pouvez avoir des cas d'hypercalciurie avec hypercalcémie. Ça, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure avec les hyperparas primaires. Elles sont quand même rares chez l'enfant. On en voit progressivement, plus l'âge augmente chez l'adolescent, avec toute la lignée des adénomes, et donc des patients qui vont présenter lithiate, néphrocalcinose et déminéralisation, les PTH élevés ou en tout cas qui ne vont pas du tout être adaptés à l'hypercalcémie,
ça va stimuler la 1,25 qui va être également augmentée. On est particulièrement vigilant sur les néoplasies endocriniennes multiples chez l'enfant quand on a une hyperpara précoce. Voilà, on voulait juste les formes néonatales, mais Lucille, non, ça tu leur as pas parlé. Sur les mutations inhibitrices du calcium récepteur avec des calcémies qui vont être très hautes, une hyperpara, une hypocalciurie relative. Et en fait, là, la prise en charge va être vraiment celle de l'hypercalcémie. À l'inverse, vous pouvez avoir des PTH qui vont être effondrés. Et donc ça, chez les adultes, mais on en voit aussi chez les enfants, c'est toute la ligne des sarcoïdoses, hémopathies, l'immobilisation. Les formes homozygotes des mutations inhibitrices de la 24 hydroxylase, ça, on vous a déjà parlé de ce tableau. Ça peut paraître anecdotique, entre guillemets, sur la consultation d'hypercalciurie, mais on en a qui arrivent pour des calculs rénaux hypercalciurie, et puis finalement, c'est une énorme sarcoïdose avec une grosse atteinte, mais le patient se plaignait de rien. Il a une calcémie à 2,80 que personne n'a vu. Donc voilà, c'est bête, mais il faut toujours revenir aussi à la base de est-ce qu'il n'y a pas une hypercalcémie, est-ce qu'il n'y a pas autre chose. On en voit. Alors, voulez-vous parler Ouais. un petit peu Parce que donc, de la une charge fois calcique qu'on a vu l'hypercalciurie, alors chez un enfant, on sait qu'effectivement, enfin, sauf les ados, que c'est pas diététique, donc on va aller vers la génétique ou tout ça. Mais nous, chez les adultes, des fois, on sait pas forcément comment trier de est-ce qu'on fait une génétique, est-ce qu'on fait un test de charge calcique ou est-ce que c'est que diététique. Je voulais vous reparler effectivement du test de charge. Donc la question, c'est surtout est-ce qu'il y a une hyperparathyroïdie primitive normocalcémique ou pas. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est une hypercalciurie parce qu'il hyperabsorbe, parce qu'elle est que diététique ou parce qu'il hyperrésorbe ou il y a une fuite rénale. Pour que le test soit bien fait, il faut que le capital en vitamine D soit normal. Bien sûr, on essaie d'arrêter au maximum tous les traitements qui vont modifier la calcémie et la calciurie. C'est pas toujours facile pour les traitements osseux et retenez que par exemple les bisphosphonates, on aime bien qu'il y ait au moins 1 an d'arrêt avant de faire ce test parce qu'effectivement, et pour avoir interprété hier un test de charge calcique fait sous bisphosphonate et la même patiente 1 an après, clairement on a diagnostiqué l'hyperparaprimaire qu'on n'avait pas vu l'année dernière parce qu'elle était sous bisphosphonate. Qu'il n'y ait pas de son de Gigi parce que c'est pareil pour tous vos recueils d'urine des 24 heures, tout se colle à la Gigi, donc en fait vous pouvez plus mesurer votre calciurie si le patient a des Gigi, tout est dessus. Et puis qu'il n'y ait pas d'hypercalcémie parce que là du coup ça sert plus à rien, puis en plus ça peut être délétère, vous allez encore plus remonter sa calcémie. Là on a déjà parlé un petit peu des contextes qu'il va noter, et puis noter le poids pour effectivement faire les petits calculs. Il faut que le protocole soit bien codifié. Je vais vous montrer un exemple, mais en gros tous les centres de France ont des protocoles un peu différents, donc j'ai envie de dire un peu importe tant que vous savez comment le faire, et surtout vous avez des collègues pour vous aider à l'interpréter. Et je remercie ceux qui sont dans la salle parce que c'est pas toujours facile. Régime pauvre en calcium avant 1 à 3 jours, ça dépend vraiment des pratiques. Je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Et puis on arrête les traitements et tu peux passer, c'est un peu doublon. Alors en gros, un exemple de protocole, moi je prends celui que j'avais appris à l'HEGP. Mais en pratique, vous retenez qu'on fait venir le patient du coup à jeun et on lui fait un prélèvement sanguin pour le couple calcium-PTH. On va lui donner une charge calcique qui est de 1 gramme. Alors soit c'est des ampoules de calcium dans des yaourts, dans du lait ou des sachets de calcium. Là, j'ai envie de dire peu importe. Et on regarde ce qui se passe dans les urines et dans le sang après. Et on peut compléter par une charge intraveineuse, notamment pour faire monter encore plus la calcémie pour rechercher des hyperparas primaires. Vous retenez qu'à jeun, on a dit que c'était la résorption osseuse ou la fuite rénale de calcium. L'absorption digestive, on soustrait en fait les résultats des urines après charge, moins les urines avant la charge. Pourquoi ? Parce qu'avant la charge à jeun, vous avez votre résorption osseuse dans vos urines. Après la charge, vous avez votre résorption osseuse et votre gramme de calcium. Donc on sait que vous avez le gramme de calcium. Donc on fait une simple soustraction. À la fin, vous avez ça. Avant, vous aviez ça. Donc si on soustrait, on tombe sur le tube digestif. Ça, c'est valable que si votre résorption osseuse elle est stable, et elle est stable si vous restez dans la même position. Donc on demande aux patients de rester assis, mais de ne pas s'allonger, faire la sieste pendant 2 heures, parce que là, pour le coup, quand on est allongé, ça augmente la résorption osseuse, et donc ça fait varier la calciurie. Et après, voilà, on regarde le couple calcium-PTH. Alors, juste très vite, chez l'enfant, en tout cas ça c'est le protocole de Lyon, c'est globalement la même chose. Avec la seule chose qui va varier, c'est la quantité de calcium qu'on va donner à l'enfant en fait au moment de la charge calcique, et on s'en tient en fait aux apports recommandés en fonction de l'âge. Et en tout cas, nous à Lyon, on préconise un régime pauvre en calcium pendant 3 jours. Et puis on fait la différence entre hypercalciurie résorptive, hypercalciumie absorptive, en fonction, comme vous l'a dit Lucille, la différence entre le calcium surcrète avant et après la charge. Donc ça, c'est quand même intéressant de les faire parce que ça permet aussi visuellement de répondre, enfin d'expliquer aux patients ce qui se passe et d'arriver à classer les patients entre absorptif, résorptif, rénal. Et vous voyez que vraiment, ce qui va ressortir en termes de différence, là, c'est chez 6 patients qu'on avait fait, c'est vraiment les variations de la calciurie.
le fait d'arriver à montrer aussi aux patients en disant, ben voilà, quand vous arrivez, vous êtes à... Parce qu'ils arrivent à comprendre le rapport calcium sur crête. Quand vous prenez 1 gramme de calcium, on leur dit, ben, quand vous faites une tartiflette, voilà ce qui va se passer et voilà ce que vous allez avoir au niveau urinaire. Donc tout ça, ça les marque et ça les aide aussi à comprendre. Donc, les hypercalciuries diététiques, leur test, il est normal, c'est-à-dire que leur calcium à jeun, il est normal, ils font pas d'hypercalcémie, voilà, tout est parfait, il n'y a pas d'hypercalcémie, ça c'est les diététiques. Après les autres, les hypercalciuries absorptives, donc les urines à jeun, effectivement, la résorption osseuse est normale, il n'y a pas de chute rénale de calcium, donc le rapport calcium à jeun, il n'est pas. Le calcitriol, il est souvent effectivement élevé, et ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher une sarcoïdose ou autre chose, c'est quand même très fréquent chez le lithiazine, donc il n'y a pas non plus forcément besoin d'aller faire une génétique. Il peut y avoir une PTH effondrée en post-test. Et donc, comme il ne reste plus énormément de temps, on va passer un petit peu vite pour dire qu'en gros, ça va être soit des mutations de SIMAD4A1, soit des diabètes phosphatés, soit le côté aussi idiopathique d'avoir effectivement... Alors, bien sûr, un jour, on saura peut-être un peu plus précisément est-ce que c'est des variants, est-ce que c'est d'autres choses. Mais voilà, des fois, la génétique est négative et il y a cette hypercalciurie absorptive. Après, dans les hypercalciuries rénales, donc calciurie à jeun élevé, hypercalcitriolémie, c'est là qu'on va voir si c'est PTH dépendant ou indépendant. Et puis surtout, vérifier la densitométrie osseuse pour voir s'il n'y a pas une ostéopénie, une ostéoporose, en tout cas chez l'adulte. On va passer complètement ce cas. Hop, toc, toc, toc. Un peu d'autopromotion. Pour l'hypercalciurie, on avait écrit une petite revue avec Sandrine Lemoine qui fait juste une page avec justement les principaux calculs et la conduite à tenir et les éléments d'orientation. Donc il y a juste une figure et juste une page, donc ça peut permettre de tout mettre en résumé. Et alors, on voulait faire un point sur la néphrocalcinose, mais je suis sûre qu'on peut le faire très rapidement. Qui est mot-clé. C'est ça. Ça va? Ça va? Ah parfait. Alors, hypercalciurie, qui dit hypercalciurie renale lithiase, mais dit aussi néphrocalcinose. Donc, la définition de la néphrocalcinose, ce sont des dépôts généralisés, soit d'oxalate de calcium, soit de phosphate de calcium au niveau des reins et principalement au niveau de l'interstitium. Il y a énormément de définitions. Nous, on a l'habitude clinicienne de parler de la néphrocalcinose, mais en fait, c'est pas si simple parce que ça va dépendre du degré, de la localisation, est-ce qu'elle est corticale ou médulaire, la physiopathologie et des mécanismes moléculaires. Il y a eu des études dans la population générale pour voir quelle était la fréquence en fait de la néphrocalcinose en population générale sur des cas d'autopsie et des reins natifs, et on voit que c'est quand même relativement rare, autour de 1%. Mais par contre, alors, vous voyez que la fréquence, depuis 2004, est en augmentation de façon très importante dans la population générale. Donc, si on veut la classer selon le degré, il y a la néphrocalcinose moléculaire ou chimique. Elle est classiquement réversible et en fait, on la voit pas. Elle est liée vraiment à une hypercalcémie ou hypercalciurie qui va être extrêmement transitoire. Et voilà, la néphrocalcinose microscopique, est-ce que c'est le stade précurseur de la suivante? Probablement. Et les dépôts sont visibles quand on fait en fait une biopsie rénale. Et puis il y a la néphrocalcinose macroscopique, dite néphrocalcinose un peu clinique, c'est celle qu'on connaît en tout cas nous. C'est des calcifications qui vont être visibles soit sur l'ASP, l'échographie ou le scanner. Et dans l'immense majorité des cas, elle est d'origine médulaire. Il y a de très rares causes corticales. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc sur un scanner avec un patient qui a une acidotubulaire distale, où on voit bien en fait ces dépôts calciques et qui sont même associés à la présence de calculs. Les 3 stades de la néphrocalcinose dont on a parlé. La classification histopathologique. Alors, il y a une néphrocalcinose qui est dite tubulaire et une néphrocalcinose qui est plutôt interstitielle. La néphrocalcinose tubulaire, c'est qu'en fait, vous voyez ici, suite à un dommage en fait au niveau des cellules tubulaires, au niveau des cellules en voie de régénération, vous allez avoir en fait une accumulation de ces cristaux d'oxalate de calcium ou de phosphate de calcium qui est plus marquée au niveau distal parce que vous avez tous les phénomènes de sursaturation de l'urine et du gradient osmotique. Et il peut y avoir en fait des phénomènes d'obstruction par ces dépôts qui vont entraîner en fait une inflammation et une fibrose interstitielle. Parfois, ces dépôts peuvent migrer vers l'interstitium et on va arriver vers la néphrocalcinose interstitielle qui peut être de novo, mais qui peut être aussi liée à la translocation en fait des dépôts intratubulaires et qui vont précipiter au niveau des membranes basales et induire en fait en particulier être impliqués dans la formation des plaques de Randall.
Et juste pour préciser qu'on ne connaît pas tout de la physiopathe, hein, comme tu l'as dit, mais par exemple, une hypercalciurie diététique, même majeure, ne fera absolument jamais de néphrocalcinose, hein. Il y a des facteurs vraiment génétiques ou d'inhibiteurs de cristallisation, etc. Là-dessus, voilà, qu'on ne connaît pas. Néphrocalcinose n'est pas égale non plus à hypercalciurie. Il y a une cause, hein, qui s'appelle la mutation de FAMVA, donc enamel renal syndrome, où ils ont une hypocalciurie et une néphrocalcinose. Donc, ce n'est pas non plus hypercalciurie dépendant. Il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Ça, ce sont les caractéristiques histopathologiques qui sont quand même relativement intéressantes, en particulier pour nos patients greffés. Parce qu'en fait, ce sont les anapathes qui ont pu identifier qu'en fonction de la morphologie des cristaux de calcium qu'ils voyaient en fait au niveau des biopsies, ils ont pu définir 2 types. Quand vous avez en fait l'association le 1 et le 2, vous voyez en fait ici et là. Donc ça, c'est plutôt une association avec une hypercalciurie et c'est ce qu'ils appellent la néphrocalcinose de type calcique. Et quand ils ont une association entre le 3 et le 4, vous voyez, avec ces dépôts un peu plus ronds spineux, à ce moment-là, c'est plutôt une association avec une hyperphosphorémie et c'est plutôt lié en fait à une néphrocalcinose de type phosphate. Et c'est quand même relativement intéressant parce que ils ont proposé une classification où on retrouve en fait ici dans ce qu'ils appellent le calcium type, toutes les causes en fait qu'on vient d'indiquer, mais aussi les néphropathies ici, les néphropathies d'allogreffe, et dans les phosphates type, vous voyez en fait ici la toxicité de nos anticalcinurines. Donc ça, c'est quand même une information qui est importante quand on fait des biopsies chez les greffons, de savoir en fait d'où vient en fait ces dépôts, et en fonction du type qu'on voit au niveau de la napate, ça peut quand même vous orienter. Et tu vois, on peut rajouter le 3e type, il y a l'oxalate sur les hyperoxaluries primitives, quoi, en plus. Ouais. Donc, il y a vraiment des mécanismes différents. Après, évidemment, il y a les mécanismes moléculaires, et ça, c'est tout ce qu'on a dit ce matin, hein, avec toutes les tubulopathies qui peuvent se donner en fait hypercalciurie, néphrocalcinose, lithiase, dans tous les segments tubulaires. Du coup, hop. Alors, juste un mot, ça c'est les causes de néphrocalcinose. Juste ce que je trouve intéressant sur cette figure qui reprend un peu les différentes causes, c'est que vous voyez que c'est pas un seul tubule, hein, ça peut être la branchière, le collecteur, le proximal, voilà, qui donne la néphrocalcinose. Et vous retenez qu'on est encore environ à 20% de néphrocalcinose sans diagnostic, donc il y a encore des gènes probablement à découvrir. Et vous voyez l'acylose tubulaire qui représente pratiquement 25% des étiologies, donc c'est énorme. Donc les étiologies, elles sont très nombreuses. Il y en a quand même plus de 15 qui sont monogéniques, avec des caractéristiques quand même communes, avec une transmission autosomique récessive, un diagnostic à l'âge pédiatrique, une néphrocalcinose qui va plutôt être médulaire, une hypercalciurie et association aux maladies rénales chroniques. Donc c'est vraiment en fait le champ de la génétique, et vraiment de proposer en fait un test génétique chez tout adulte qui présente une néphrocalcinose d'origine indéterminée. Pour avoir eu une patiente avec anticorps anti-SSA, suspicion de Gougerot et une néphrocalcinose, mais quand même aucun autre signe, l'effet génétique était un cible 24-1. Mais elle avait des anticorps anti-SSA, donc voilà, faut pas hésiter. Donc juste un article qui reprenait les caractéristiques pédiatriques des néphrocalcinoses sur plus de 100 patients dans 7 centres américains, avec donc ils associaient, en fait il y avait association néphrocalcinose néphrolithiase chez 27%, néphrocalcinose 17%, et donc 17% d'association des deux. Et au niveau des analyses génétiques, donc ils avaient des analyses génétiques qui sont revenues positives dans 40% du groupe néphrocalcinose seul versus 30% du groupe lithiase. Et vraiment le diagnostic qui ressortait de façon le plus fréquente, c'était les hétérozygotes NPT2C. Et le seul facteur qui est corrélé qui était prédictif d'une étude positive, c'était une bicarbonatémie basse, parce qu'en fait on retrouve en fait les acidoses tubulaires. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Alors une question qu'on a souvent, et j'ai pas la réponse, mais je voulais vous le mentionner, c'est est-ce que c'est une néphrocalcinose, est-ce que c'est un Katch-Ritchie ou est-ce que c'est des plaques de Randall? Même les radiologues très doués n'arrivent pas forcément à dire. Alors pour savoir ça, Katch-Ritchie, vous savez, il y a un protocole spécifique où on fait du coup avec l'injection intraveineuse temps tardif et l'injection de furosémide pour bien dilater les cavités urinaires pour faire le diagnostic, mais c'est pas toujours facile et donc on n'a pas forcément la réponse. Et donc juste en 2 mots, oui. Sur Katch-Ritchie, voilà, il peut y avoir plusieurs anomalies métaboliques, hein, en particulier l'hypercalciurie. Ils ont aussi des calculs d'acide urique. Mais donc voilà, c'est pas toujours facile entre Katch-Ritchie et néphrocalcinose. Et là, pour le coup, Katch-Ritchie, il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas une maladie monogénique. Et donc, on ne sait pas encore, effectivement, donc le panel néphrocalcinose devrait revenir négatif pour eux. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, les maladies de Katch-Ritchie, ils ont forcément un phénotype
qu'on voit en pédiatrie, parce que quand même, ils arrivent relativement sévères à l'âge adulte. C'est parfois des adultes jeunes. Et en fait, on n'arrive pas du tout. On y pense à chaque fois. Et en fait, nous, on n'arrive pas à les identifier. Ah, Donc, non. Ouais. Il y en a plein qui s'ignorent. Par contre, leur fonction rénale est le plus souvent normale. Enfin, moi, j'en ai pas avec une insuffisance rénale, mais ça a été décrit quand même, de mémoire. Et un petit mot sur les plaques de Randall qui sont liées aussi à l'hypercalciurie et à la supplémentation en vitamine D. Donc, c'est des histoires effectivement au niveau de la papille de calcification. Et le problème, c'est qu'une fois que le patient a ça, ça va rester tout le temps, on va pas pouvoir l'enlever. Donc, ça fait le lit de calcul et donc il va être encore plus à risque de faire des calculs après. Donc là, voilà, c'est la petite plaque qu'on voit là sur une photo de Michel Dodon. Et donc, c'est les plaques de Randall, ça va être une vraie problématique puisque ça ne fait qu'augmenter. Et notamment, j'avais sorti ces chiffres chez l'enfant où il y a jusqu'à 20% des enfants hypercalciuriques qui ont des plaques de Randall, donc qui seront des futurs formeurs de calcul encore à l'âge adulte, quoi. ce que disait Monsieur Dodon, c'était intéressant. C'est qu'il disait qu'il y avait une corde et un petit peu une bataille entre la prévention du rachitisme chez l'enfant, où en fait on les supplémente en vitamine D, et plus on va les supplémenter en vitamine D, plus on risque d'augmenter dans la population générale les plaques de Randall et des lithiases en fait chez l'adulte. Donc le juste milieu, ouais. On ne le connaît pas encore, mais dans 30 ans, sûrement. Mais là, peut-être pas encore. Alors, il nous reste tout le traitement. En 2 mots, ça vous le savez sûrement, on n'arrête pas le calcium chez un patient qui est hypercalciurique. Si vous arrêtez, de toute façon, s'il a une fuite rénale ou une hyperrésorption osseuse ou une hyperpara, de toute façon, il continuera à avoir une hypercalciurie. Puis en plus, vous allez favoriser l'ostéoporose. Et en plus de ça, s'il mange 0 calcium, il va avoir plus d'oxalate dans l'urine. Et de toute façon, faire plus de calculs d'oxalate de calcium. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'il faut enlever, mais qui traîne encore beaucoup dans des consultations. Donc voilà. Alors, les mesures générales, c'est comme toute maladie lithiasique, ça va être l'hyperhydratation qui va être systématique autour de 2 à 3 litres par mètre carré par jour et vraiment à répartir en fait sur les 24 heures. Et donc, ça veut dire vraiment bien boire proposer au patient de bien boire avant de se coucher. Et si jamais il se lève pour faire pipi, ce qui serait très bien, ça veut dire qu'il a bien bu avant d'aller se coucher, ne pas hésiter à lui dire en fait de reboire. L'eau du robinet, c'est parfait, hein. Souvent en consultation, systématiquement, on entend les gens: oui, mais moi, l'eau du robinet, chez moi, elle n'est pas bonne. Si, en fait, en France, elle est bonne partout, elle est hyper contrôlée, donc il n'y a aucun problème. Et sinon, vous pouvez leur proposer une eau peu minéralisée. Il faut éviter les eaux riches en calcium, alors, sauf chez les ados, qui, en fait, ne consomment pas du tout de calcium. Et ces eaux-là, ça peut être, au contraire, en fait, une aide à l'apport en calcium, parce qu'elles sont relativement riches avec 500 mg par litre. Après, il faut arriver à boire 1 litre d'eau épars ou Contrex par jour. Le goût gêne parfois un peu. Au niveau du régime, il faut proposer un régime contrôlé ou pauvre en sel, en particulier pour les hypercalciuries absorptives et de concentration. Au niveau des apports calciques, il faut souvent les normaliser parce qu'en fait, les syndromes des buveurs de lait, on n'en a pas tant que ça. Et souvent, en fait, les enfants arrivent avec des apports plutôt très bas. Voilà, ça, on vous l'a déjà dit. Pour les hypercalciuries absorptives, il faut éviter les laitages le soir. Et pour même les sites 24 à 1, il faut pas non plus en fait les carencer en calcium. Et en général, on les met spontanément autour de 80% des apports recommandés pour l'âge. Juste pour revenir sur les boissons, c'est le plus intéressant chez les lithiasiques, mais c'est le plus dur, parce qu'on demande aux gens de boire. Donc, plus que de leur dire faut faire pipi tant ou boire tant, parce qu'on quantifie pas trop, il faut leur dire de regarder la couleur des urines pour qu'elle soit bien le plus transparente possible toute la journée. Et puis il faut leur dire qu'il faut qu'ils boivent plus que ce que leur cerveau réclame. Et donc malgré toute la bonne volonté du monde, s'ils mettent pas un stimulus pour leur cerveau, ça marchera pas. Donc stimulus visuel de je mets ma gourde devant moi, je mets ma gourde aux toilettes. Stimulus rituel de tous les jours à 10h je me fais un café, une tisane le soir, tout ça. Stimulus auditif de j'ai ma bouteille connectée qui sonne ou mon téléphone. Mais en gros, il faut court-circuiter leur cerveau et donc il faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour ajouter, sinon ils n'y arriveront pas. Alors pour l'ado, c'est ultra compliqué. Au collège, en pratique, quand on explique à un garçon de 13 ans qu'il va falloir qu'il prenne une gourde d'eau, moi, ça marche jamais. Donc, j'ai finalement arrêté de leur proposer. Et je leur dis, tu es 4 fois à table. Donc, je veux que pendant les 4 fois, matin, midi, goûter et soir, plus au coucher quand ils se lavent les dents, donc ça fait 5 fois, qu'ils boivent au moins 2 verres de 200 millilitres. Et en fait, avec ça, s'il arrive à faire ça, je lui dis, tu enlèves ta gourde, parce que souvent, ils arrivent et la mère, elle a les yeux, c'est vraiment source de grosses tensions. Et si vraiment déjà, il prend 400 millilitres 5 fois, même s'il n'en prend que la moitié, vous êtes bon. C'est la honte, la gourde à l'école, c'est ça? Ah oui, ça, c'est...
Ah oui, c'est les profs qui. Alors ça, on vous l'a déjà dit. Juste, c'est un petit schéma qu'a emprunté en fait à nos diététiciennes pour dire que l'important, c'est que 70% des apports en calcium soient une bonne source de calcium et donc d'origine animale et non pas végétale. Pour Monsieur B, qui était du coup hypercalciurie diététique, vous vous souvenez? Alors bien sûr, je vais lui dire de manger moins de saucissons, etc. Et il s'est très bien plié à tout ça d'ailleurs depuis. Enfin voilà, ça a bien évolué. Juste pour vous dire que c'est pas. Alors, faut pas les culpabiliser. Il faut bien leur dire que leur voisin il va manger pire qu'eux, mais le voisin fera pas de calcul et lui oui. D'ailleurs, il a sûrement aussi un diabète fossé en dessous. Ce patient la génétique est en attente. Et par contre aussi, bien regarder le risque cardiovasculaire, parce qu'un patient qui fait des calculs rénaux, surtout sur ce terrain-là, c'est un patient qui a un risque d'hypertension, de diabète, d'obésité, donc il faut aussi traiter tout le reste aussi. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a dit sur la vitamine D, le médicament, hein, avec les formes. Donc, il y en a 3, Adrigil, Deltus et Zimadé. Et vraiment, voilà, s'en tenir vraiment là. Éviter les bolus, donc les ampoules. Alors ça aussi, pour l'observance, proposer à des parents d'un enfant de 4 ans de donner 1 à 2 gouttes par jour, en fait, c'est ingérable au quotidien. Et donc, une fois par semaine, s'ils donnent entre 7 et 15 gouttes, une fois par semaine, le dimanche, c'est déjà un petit peu plus facile. Sur l'alcalinisation, ici, c'était un rappel des précipitations, en fait, différentes formations des cristaux en fonction du pH urinaire. Donc, plus vous allez alcaliniser votre pH urinaire, plus vous risquez, en fait, de faire précipiter du phosphate de calcium. Et donc, c'est pour ça, en fait, dans les lithiases infectieuses, qu'il faut éviter, en fait, d'alcaliniser les patients. Mais par contre, ça marche très bien pour tout ce qui est acide urique et oxalate de calcium. Il faut essayer d'éviter les sels de calcium. On a dans la DRTA le Simnayal. C'est un alcalinisant qu'on a tendance progressivement à utiliser comme alcalinisant dans plus de pathologies, ce qui n'est pas forcément simple parce qu'on n'a pas l'AMM pour l'instant. Et juste pour repréciser ça, si tu veux bien, pour le citrate, retenez bien que le citrate, du coup, il permet d'alcaliniser, mais là, du coup, ça ne nous intéresse pas pour cette indication, comme l'a dit Aurélien, parce que là, ici, c'est pas sensible au pH, et là, ici, ça l'est, mais plus pH monte, plus on en fait, donc là, on n'est plutôt pas trop content de ça. Par contre, le citrate, vous voyez ici, 2 citrates vont chélater, en gros, 2 molécules de calcium, enfin, en gros, éviter que ça se colle à autre chose, du phosphate ou de l'oxalate. Et ça, vous pouvez regarder au niveau des urines pour savoir est-ce que vous avez du citrate de potassium. En gros, vous pouvez regarder un petit peu le rapport calcium et citrate pour voir s'il y a un intérêt de monter la citraturie pour justement cet effet chélateur, mais dans la certaine mesure du risque d'alcaliniser, quoi. Ah oui, ça juste pour les autres boissons. Donc il y en a certaines qui sont quand même relativement bien alcalines avec la Vichy, Ceinture et Badois et qui ont été depuis plusieurs années maintenant défluorées. Donc vous n'avez pas le risque en fait d'intoxication. Donc la prise en charge spécifique. Donc on a quand même pas énormément de traitements à leur proposer. On peut leur proposer l'hydrochlorothiazide, en particulier pour les hypercalciuries qui sont absorptibles. Donc chez l'enfant, on va commencer à 1-2 mg par kilo et par jour, en débutant de façon très prudente et souvent plutôt autour de 0,5 mg kilo jour. Donc vous allez avoir une inhibition de la réabsorption du sel au niveau du tube contourné distal, avec une réabsorption une stimulation de la réabsorption du calcium. Donc vous induisez quelque part un phénotype de Gitelman. Donc il faut faire attention à l'hypokaliémie que vous allez induire en la supplémentant et vous allez plutôt utiliser des sels de potassium type Diffuca ou Caléoride chez l'adulte. Souvent, il faut faire un iono quand même au moins 4-5 jours après avoir débuté pour être sûr que vous n'êtes pas en hypokaliémie et vous pouvez l'associer à l'aminoride pour induire une meilleure tolérance, mais il faut faire attention pour l'enfant. Les comprimés, ils ont 50 mg d'hydrochlorothiazide. Donc là, en fait, ça marche pas bien du tout. On avait eu une alerte en 2018 sur le risque de cancer et hydrochlorothiazide qui ne s'est pas renouvelé dans les suites. On en avait parlé avec notre dermato. Mais je crois... Ah, non, ça va. On en avait parlé avec notre dermato qui disait que c'était pas forcément plus à risque que d'autres traitements qu'on utilise en effort. Moi, je les envoyés chez le dermato il y a quelques années, les dermatos ont rigolé, ont dû arrêter, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas trop de...
Pour les patients tubulopathes qu'on met sous thiazidique, moi, je dirais vraiment c'est 1 sur 2, en gros, qui va pas tolérer. Donc, faut pas hésiter à mettre demi-dose chez l'adulte aussi et leur dire franchement, dans les 48 heures, vous allez voir est-ce que vous avez des vertiges, des crampes ou pas. J'évite de le commencer quand il fait 40 degrés dehors, mais clairement, voilà, surtout chez les MPT2C, les CLC34A3, il y en a vraiment 1 sur 2 qui tolèrent pas, donc faut leur dire. Mais en même temps, chez ceux qui tolèrent, il y en a quand même, ça marche super bien et ça leur évite l'ostéoporose. Et en commençant à petite dose, même parfois plus bas que 0,5, en montant tout doucement, on y arrive. Vous avez sûrement entendu parler de cette publication l'année dernière sur le fait que le thiazidique marche pas dans l'hypercalciurie. Pareil, on n'a quand même pas énormément de temps, donc je vous dis juste mon ressenti qui a été partagé par d'autres et je vais vous montrer quand même une autre étude après. Ils ont pris 416 adultes qui faisaient des calculs rénaux et ils ont regardé si justement le thiazidique diminuait la récidive du coup de calculs rénaux. On voit sur la courbe du haut que finalement ça ne marche pas, peu importe la dose de thiazidique, on va directement passer. Et puis en plus qu'il y avait une hyperuricémie, et voilà, enfin qu'il pouvait y avoir une mauvaise tolérance. Pourquoi cette étude elle pose problème, même si elle a le mérite d'exister, c'est que quand on regarde en gros la calciurie chez les patients sélectionnés, ils étaient déjà pas tous hypercalciuriques. Et ça doit être la diapo d'après, ils avaient du coup une natriurèse assez élevée. Alors là je la vois plus parce que je suis collée au truc, mais voilà. 183, voilà, merci, parce que voilà, merci. Des chiffres, je ne les voyais pas. Et en fait, on sait ça, on le sait en pratique, c'est-à-dire que si le patient il a une hypercalciurie diététique sur des apports en sel, on sait que le thiazidique ne marche pas, et c'est pareil pour l'hypertension artérielle. Donc, en fait, ces patients n'avaient pas été sélectionnés non plus sur une bonne indication du thiazidique. Donc, effectivement, ça diminue quand même leurs résultats. Après, il y a des effets indésirables donc, qui sont intéressants. Mais en tout cas, nous, on ne va pas arrêter de les prescrire pour ça. Parce qu'on est quand même convaincu que ça fonctionne bien. Et on a une autre étude, ça doit être la diapo, là, tu peux passer, diapo d'encore après, c'est une lettre juste avant, pardon, du JAMA, qui a du coup repris, hop, juste encore avant. Voilà, celle-là, donc en 2024, en réponse à cette étude, où là, ils ont repris aussi donc, sur 634 patients qui étaient peut-être un petit peu plus sélectionnés. Et là, ils ont regardé effectivement les variations de calciurie sous thiazidique. Et là, effectivement, ça marchait bien. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas les enterrer, surtout s'ils ont une hypercalciurie rénale ou résorptive, parce qu'en plus, sur l'os, c'est vraiment bien démontré. Ça évite que l'os continue à se déminéraliser, voire même ça améliore la densité minérale osseuse. Mais chez un patient comme Monsieur B, qui avait une natriurèse au plafond, bien entendu, il avait du cotriatec, mais le co, ça ne servait à rien, quoi, le thiazidique. Alors, on peut aussi leur proposer des azolés. Les azolés ont été montrés dans les années 90 comme des inhibiteurs de la 1-alpha-hydroxylase. Et c'est le kétoconazole qu'on a utilisé initialement dans des hypercalcémies du nouveau-né avec des baisses, des normalisations de la calcémie et de la calciurie, avec un effet qui est concentration dépendant. Et le problème, il y a une toxicité hépatique relativement importante en fait du kétoconazole. Donc, on essaie plutôt maintenant d'utiliser du fluconazole parce qu'il y a une toxicité hépatique qui est moins importante, où il y avait eu 2 publications sur l'efficacité sur l'hypercalciurie, à la fois chez des patients CYP24A1 et NPT2C. Il y a un PHRC qui va être en cours d'analyse. Elle est gentille, elle m'avait mis un point d'interrogation. Donc, je partage le point d'interrogation parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas, enfin, tout est terminé, mais Justine Baqueta et bon, on attend un peu avec impatience de pouvoir consulter les résultats. Bon, en gros, ça a été très compliqué quand même. On attendait plus de 60 patients, on a pu en inclure une petite trentaine. On nous a reproché d'avoir des critères d'inclusion qui étaient très restrictifs, mais à un moment donné, en recherche clinique, on doit avoir des critères d'inclusion et pour avoir une population assez homogène. Donc ça, c'était les recommandations, juste les nouvelles recommandations de supplémentation en vitamine D de l'enfant qui ont été publiées en 2022 et qui ont tenté de simplifier de façon importante ces supplémentations. On a déjà parlé, ça. Oui. Voilà, ça, tu peux passer. Alors, en 2 mots, besoin d'aide. Les PNDS, d'accord, qui sont disposés sur les sites de la filière Orchid. Tu peux passer aussi la diapo d'après. Quelques papiers, du coup, qui du coup, reprennent un petit peu les recommandations qui sont assez synthétiques. Et juste la diapo d'après, des RCP, donc la RCP tubule pour toute tubulopathie, qui est vraiment, je trouve assez intéressante. Et puis la RCP lithiase, donc les doses sont le mardi et donc en alternant sur un rythme d'une fois par mois. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des difficultés pour vos patients. Il n'y a pas de petit dossier pour ces RCP.
On est vraiment l'objectif, c'est vraiment la bienveillance et c'est vraiment de ne pas hésiter à présenter ces dossiers pour discuter parce que ça nous fait tous progresser. Il y a à la fois des néphro-adultes, des néphropédiatres et c'est vrai que c'est un échange Généticien. et des généticiens, bien sûr, et c'est des échanges hyper intéressants parce qu'on apprend toujours énormément. Donc, en conclusion, vous avez survécu à 150 000 diapos. Donc, bien sûr, devant une hypercalciurie, on élimine l'hypercalcémie et surtout chez l'adulte ou l'ado, une cause diététique. Chez l'adulte, on a un gros recrutement quand même d'hyperpara primaire normocalcémique et donc eux qui s'ignorent. En cas d'hypercalciurie, on vérifie si les os vont bien, est-ce qu'ils n'ont pas aussi des dents fragiles, est-ce qu'il y a un contexte familial. On sort le kit du tubulologue avec éventuellement l'arénile, la bicarbonatémie, la phosphatémie, la magnésémie, la protéinurie. Le pronostic rénal, il va varier selon la pathologie. Et puis surtout, on n'oublie pas de leur donner du calcium, ni trop peu, et de la vitamine D pour leur os. Et juste une chose qu'on n'a pas notée qui devrait arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, on est arrivé à cloner notre Laurence Derain-Dubourg. En fait, sur le site de la filière, vous allez avoir en fait une fiche où vous allez pouvoir noter tous vos bilans biologiques à la fois sanguins et urinaires, et ça va vous sortir en fait la fameuse fiche d'exploration fonctionnelle rénale avec tous les calculs des taux de réabsorption, voilà, directement l'urée, la créate, etc. Donc ça va être une aide vraiment importante pour tout le monde. Et puis aussi, pour les actualités filières, on est en train de travailler avec les pharmaciens de Lyon sur un calculateur d'alcalinisants où vous allez pouvoir rentrer en fait l'ensemble des alcalinisants qu'a votre patient, que ce soit du bicarbonate, du citrate, de potassium, de sodium, enfin toutes les formes qui existent. Et ça va vous faire à la fin un calcul du nombre d'alcalinisants qu'il a en termes de citrate, en termes de bicarbonate, avec les apports en potassium pour les adultes avec leur fonction rénale et les apports en sel. Donc ça va arriver. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation très claire, très complète, avec une physiopathologie du calcium qui est quand même difficile à comprendre. On a le temps pour peu de questions parce qu'on a déjà bien empiété sur la pause. Je ne sais pas si dans la salle, il y a une question. Oui, Marie. C'est une question qui est peut-être pas maligne, mais sur le cas clinique de la petite avec la mutation de la 1,25 qui était très haute, qu'est-ce qu'elle nous apportait la charge calcique? C'est une très bonne question. Pas grand-chose. C'était au moment où on les mettait en place dans le service et où on a voulu en fait voir quel était son profil. Mais on aurait pu tout à fait s'en passer. Et sur la biologie, oui, on n'avait pas besoin. Mais c'était pour vous montrer en fait une charge calcique. Moi, je vais compléter parce qu'effectivement, souvent, on sait que c'est pas des hyperparas, etc. Mais en fait, moi, j'aime bien les faire des fois pour les patients tubulopathes qu'après, en plus, je vais mettre sous traitement pour les phénotyper une bonne fois bien clairement parce que je sais que je leur ferai qu'une fois dans leur vie. Et après, je sais est-ce qu'il y aura un risque osseux. J'aurais fait tous les marqueurs, tout bien. Mais après, le côté charge, voilà, te permet de voir s'il y a l'hypercalciurie absorptive et tout le reste. Mais effectivement, c'est plus. Moi, j'aime bien les faire chez les tubulopathes en disant je les phénotype une belle fois. Et comme ça, c'est fait, c'est classé dans leur dossier. Voilà. Et vous, pareil, alors ça, par exemple, pour les parents, ça aurait été. Souvent, en fait, on envoie en génétique et puis après, on trouve quelque chose. On ne sait pas si c'est un facteur de risque, s'il n'y a pas une autre mutation intronique qu'on n'a pas vue. Et de plus en plus, en fait, pour ces patients sévères, on se dit, bon, on aimerait quand même bien aller au génome. Mais systématiquement, avant de présenter en fait en RCP d'amont génomique, il faut vraiment avoir un phénotype parfait en fait du patient et des parents. Parce que sinon, en fait, le généticien va vous dire, mais celui-là, je le classe comment? Est-ce qu'il est atteint, pas atteint? Et en fait, c'est uniquement en ayant tout le bilan tubulaire et éventuellement la charge calcique qu'on va pouvoir en fait savoir est-ce qu'il est symptomatique ou pas. Merci. Il y avait une question sur le chat concernant les syndromes de Bartter. Est-ce que vous préconisez une thérapeutique particulière pour l'hypercalciurie dans les Bartter? Ça, c'est une très bonne question.
Alors, syndrome de Bartter, quand on est arrivé à les faire grandir, compenser leur supplémentation au sodé, les mettre sous indométacine, de toute façon, on ne peut pas faire de restriction sodé, c'est pas possible. Moi, non, je ne vois pas plus, hein. De toute façon, ils boivent déjà énormément, à moins que vous ayez des idées, mais l'hypercalciurie, alors c'est sûr que c'est des patients, nous, on les passe en fait maintenant, on les passe en transition, où en fait nos collègues adultes nous disent ou attention, un syndrome de Bartter, à partir du moment où on baisse la supplémentation en potassium, c'est que la fonction rénale se dégrade, même si vous ne voyez pas sur la créate. Nos collègues leur font maintenant systématiquement des clairances au passage chez les adultes entre 18 et 20 ans pour avoir une base, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout de fonction rénale normale. Il y a des patients suivant l'anomalie où parfois il est un peu compliqué d'arrêter en fait l'indométacine parce qu'on voit la kaliémie en fait qui s'effondre, et on en a qui se promènent en fait à 2 parce qu'ils sont pas observants. Donc la calciurie in fine, c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit en fait le problème central des syndromes de Bartter, ou en tout cas qui va les gêner dans leur vie après et qui va être responsable de la dégradation de leur fonction rénale. Et le complément de question sur le chat, c'était quel serait l'apport de l'Esibrex dans ce contexte? Ah, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois et Rosa, c'est à ri. Je le ferai plus jamais. Parce que là, vous inhibiez en fait le mécanisme de compensation. Et en fait, ils dégringolent complètement leur kaliémie. Et je dirais que c'est presque un test diagnostique pour savoir si c'est un syndrome de Bartter. Juste pour rajouter, donc effectivement, il faut se méfier chez l'adulte. En plus, c'est des petits patients, souvent petits poids aussi, et donc vraiment leur faire des fonctions rénales mesurées parce qu'on a des surprises, hein, clairement. Et il y a la question du citrate, parce qu'il y a quelques papiers sur le citrate qui éviteraient la dégradation de la fonction rénale, mais sûrement il y a assez peu de choses, et puis c'est très génétique dépendant, mais sur des papiers où on n'avait pas encore la génétique. Donc là, moi, je suis toujours embêtée sur le citrate. Donc s'ils ont des calculs rénaux en plus, là, je leur en donne, mais sous la limite de ne pas en mettre trop non plus. Mais après, est-ce que vraiment ça va éviter la dégradation rénale? Je ne sais pas. Donc s'ils le tolèrent bien et je leur explique et tenant aboutissant, ils le font, mais des fois, je ne le mets pas non plus. Il y a d'autres questions? Ils veulent une pause? Moi, j'avais juste une précision. Lucille, tu peux nous rappeler l'apport du ratio calcium sur citrate dans la prise en charge des hypercalciuries et notamment de l'adaptation thérapeutique? Ouais, alors moi, je m'en sers vraiment plus sur les urines des 24 heures. En fait, vraiment, moi, je retiens qu'il y a en gros 2 molécules de citrate pour 3 molécules de calcium. Donc, en gros, j'essaie de faire en sorte que s'il y a, par exemple, une hypercalciurie à 6 millimoles, alors c'est pour que donc, on va dire 9 millimoles, donc que j'ai en gros, du coup, 3 fois 2, enfin 3 divisé par 2 de citrate, bon, le reprend. 2 de citrate pour 3 calcium. Donc, si on a 4 citrates pour 6 calcium ou 6 millimoles de citrate pour 9 de calcium, vous voyez. Et en gros, j'essaie de voir ce rapport pour voir si on est bon. Si par exemple, il a 10 de calciurie et 1 de citraturie, bah là, clairement, je vais donner du citrate. Si par contre, il a 8 de calciurie mais 6 de citraturie, bah, le rapport me dit que je pense qu'il y a assez de citrate. Ça va? Vous recalculerez, mais voilà, ça l'idée générale. Un ratio supérieur à 0,3, c'est ça, hein? Ouais, Ouais, ok. merci. De citrate, de calcium sur citrate. 2 pour 3, ouais, ça peut être Ouais, 0,3. le calcium sur citrate. Ouais. Ouais. Voilà. Et pareil, c'est pas une science exacte, parce qu'il y a aussi que la citraturie, elle est impactée si les urines sont colonisées, s'il y a plein d'autres choses aussi, mais clairement, ouais, sur des tubulopathies, elle est basse aussi. Merci. Merci. On du coup fait la pause et on reprend à 16h15. 16h10. 16h10. Merci.